Bonjour Monsieur Filoche. Bonjour, ça va? Oui, ça va et vous? Oui. Bonjour. Alors attendez, je vous vois, je ne me vois pas. Mais... Alors attendez, je vous mets juste à l'écran. Alors Mulch, en bas à droite, Ouais. voilà, et je vois l'autre jeune homme au milieu. Ok, super, c'est bien fait pour tous. Ah oui, c'est bien, très bien, Voilà. parfait. Ok. Donc on a eu 2 discussions déjà, qui étaient des très bonnes discussions sur les élections européennes. Où on faisait le constat, on faisait le constat de la situation, qui était On à voulait l'époque. une liste unie. On voulait une liste unie. On voulait une liste unie. On était Voilà, écoutez, totalement là, d'accord. Ouais. Je veux pas être cruel avec nos amis verts. Moi, ils font partie de la gauche et je suis traditionnellement respectueux de tous les partis qui sont à gauche. Mais Ça, faudra qu'on en reparle de ça aussi. je peux me permettre une petite pique. Je peux. Oh, et pas qu'une. Toutes les piques sont tolérées. Marie Toussaint, là, ils ont peur, les Verts. Parce qu'ils sont au bord du 5% et de l'élimination. D'accord, 5,5 dans tous les sondages. Et donc, ça garantit pas de ne pas avoir 4,9%. Et à 4,9%, ils n'ont pas un seul élu. Ils perdent 12 sièges d'un coup. Et ils donnent des sièges aux macronistes et aux... Voilà. Et donc, ça remplit les sièges de la droite. Ouais. Exactement. Si Marie Toussaint avait accepté la tête de liste unique qu'il proposait, elle serait en tête de toute la gauche, probablement à 30, 31, 32, 33, peut-être 35%. Peut-être, oui. Oui, les calculs donc, donnaient ces chiffres-là. Il faut qu'ils réfléchissent quand même. À quoi ça servait de dire je veux une liste verte, c'est la meilleure élection, c'est notre élection. C'était du pipeau. Il fallait faire la liste unique. Là-dessus, on va être totalement d'accord. Mais attention, ne partez pas défaitistes parce que le dépôt des listes auprès du ministère n'est pas terminé. C'est aujourd'hui le dernier jour. Aujourd'hui, oui, je sais bien. C'est ce soir, on a jusqu'à minuit. On ne sait jamais, peut-être que d'un coup, ils vont devenir de gauche, en fait. Je fais partie des gens qui se battent jusqu'au bout. Mais bon, franchement, j'ai pas eu de signe comme quoi ils allaient se mettre d'accord dans les 3 heures qui viennent. Là, on a des équipes qui sont devant le ministère qui interceptent les gens qui amènent les listes, en fait. Ouais, on a des équipes sur le terrain, la neutrosphère, on est partout. J'avais fait ça en 2017 jusqu'au bout pour que Hamon et Mélenchon se mettent d'accord à l'époque. Alors, si vous voulez, tout à l'heure, on y va nous 3 tous ensemble, on va stopper ça, ok, en mode Batman. Mais non, mais c'est Moi, juste... je dis encore une stratégie, on y va. On dit désolé, j'avais fait une erreur dans la liste que je viens de déposer. Je m'appelle Marie Toussaint et on reprend la liste, on part en courant. Ça se tente. Ça se tente de fou. Oui. Mais bon, voilà, c'est triste, parce que je veux dire, puisque on avait parlé de ça la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Excusez-moi, par-dessus tout, c'est que pour la gauche, c'est un désastre. Oui. Parce que les polémiques se sont accentuées. Moi, certains avaient dit à l'époque, oui, on va faire un pacte de non-agression, on va faire des listes différentes, mais on se retrouvera facilement après. Bah évidemment que non. Parce que quand vous êtes en concurrence et qu'on vous voulez à 1 point de plus, 2 points de plus que les autres, eh ben vous taclez les autres. Puis quand vous les taclez, ça devient polémique, puis encore plus polémique, puis encore plus polémique. Vous en arrivez à insulter un tel, à chercher ce qu'il a fait il y a 20 ans, etc. Bon, c'est impossible. On voit une stratégie du PS d'ailleurs qui est d'essayer de ressortir tout ça en excluant la force principale de gauche, donc la France Insoumise, en disant oui, on va refaire une union après, mais sans la France Insoumise. Il y a Olivier Faure qui a dit on fera une union sans Mélenchon, Glucksmann qui a dit c'est impossible de faire une union avec la France Insoumise. Mais après, ils veulent tous faire une union quand même. Donc, alors, si je peux me permettre tout de suite des nuances, on rentre au cœur du débat là. Ouais. Allez-y. On est dedans. On est là pour ça. Je me suis précipité quand Faure a dit ça. Je me suis dit, si Olivier Faure dit il faut exclure Mélenchon, ça va être foutu. Et puis j'ai relu 2, 3 fois. Oui, mais pas vraiment. Pourquoi il dit ça? Réécoutez bien l'interview sur BFM. Vous savez, c'est comme ces interviews où il y a 3 phrases de redites, de contestées, de tout ça, etc. Mais Faure n'exclut pas LFI. Il dit Mélenchon. Il dit en fait, oui, c'est bien. Et donc, oui, mais il y a une petite nuance déjà. Et deuxièmement, il ne dit pas Mélenchon, il dit Mélenchon s'est rendu de lui-même inconciliable. Je n'aime pas cette phrase-là, je la défends pas, parce que pour moi, Mélenchon, c'est pas inconciliable. Les gens m'accusent parfois quand je polémique sur Twitter
avec ce que dit Mélenchon, d'être une querelle de personnes. Non, moi, c'est pas une querelle de personnes. Je m'en fous. Nous, on n'est pas d'accord avec certaines critiques que vous avez pour Mélenchon. Oui, mais sur Mélenchon, on parlera. Je n'ai rien contre la personne. Je déteste les querelles de personnes. On est d'accord. Et si Mélenchon devient unitaire et commence à discuter avec les autres d'égal à égal, ça sera un soulagement pour tout le monde et pour moi inclus. Mais alors, je cite quand même Sud Radio, Olivier Faure. Nous préparons une coalition de gauche après le 9 juin, mais on ne peut plus s'allier avec Jean-Luc Mélenchon qui traite Jérôme Guedj de délateur. Ouais, alors, vous voyez bien la phrase, comment elle est bâtie? C'est-à-dire, on ne peut plus s'allier avec Mélenchon parce qu'il traite Jérôme Guedj de délateur. Ce qui signifie, si ça continue à être des polémiques comme ça, on ne peut pas s'allier. Mais est-ce que c'est vrai que Jérôme Guedj est un délateur? Est-ce que c'est vrai? Bah écoutez, moi, ne m'épatez pas là. Pour le coup, je viens de dire que je ne veux pas de querelle personnelle. Alors, mais si, ok, mais c'est pas personnel. C'est pas personnel. On critique les actions et les positions politiques c'est pas personnel. Si vous me citez Jérôme Guedj, c'est moi qui suis concerné. Jérôme Guedj m'a traité d'antisémite. C'est une ordure d'avoir fait ça. Ah, on ne peut pas s'allier avec vous parce que vous traitez Jérôme Guedj d'ordure. Mais non, parce qu'il m'a traité d'antisémite. Donc regardez bien. Mais est-ce qu'il a et du coup regardez bien ce que ça veut dire les polémiques à gauche. C'est-à-dire si vous les traitez de cette façon de personne, moi sur Jérôme Guedj j'ai un contentieux terrible. Je n'ai jamais. Mais du coup vous comprenez la stratégie qui est juste de dire regardez comment il a traité Jérôme Guedj, il a dit que c'était une ordure. Une ordure parce qu'il m'a traité. Ah non, mais vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là puisque ça se passe sur Sud Radio l'interview. Vous n'êtes pas là. C'est bien, mais faites bien attention. Ouais. Faites bien attention. Ma phrase, elle dit quoi? Elle dit que je m'oppose à Jérôme Guedj parce qu'il m'a traité d'antisémite. Mais vous n'avez pas de droit de réponse une fois que Olivier Faure dit ça sans vous sur le plateau. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois bien, mais ce droit de réponse, il circule dans tous les médias. Et donc, c'est un peu le même type de débat. Parce que Guedj a dit que Mélenchon était antisémite. L'autre, c'était un vieux pote à Guedj. J'ai dit, t'es vraiment un salaud de m'avoir dit ça. Et puis l'autre, il dit, on peut pas s'allier avec lui tant qu'il traite Guedj parce que Guedj est dans mon camp, il est socialiste. Avec deux phrases comme ça, vous en avez pour 50 ans. Comprenez? Et ça résout pas le problème de fond. Est-ce qu'on défend le SMIC? Ouais, mais du coup, l'attaque d'origine était celle de Guedj. Oui, enfin, c'est compliqué parce que vous avez toutes ces attaques qui se sont enchevêtrées. Et j'avais dit qu'il fallait pas faire ça, et que quand on fait ça, on creuse des fossés. Et en plus, surtout quand on dit l'un est antisémite, l'autre est génocidaire, le fossé, il est presque insurmontable. Donc pour remonter la pente de ça, faut revenir aux questions d'origine, le SMIC à 1 600 €, la retraite à 60 ans, la question de la durée du travail à 32 heures, la semaine de 4 jours, la redistribution des richesses, la fiscalité, puis vous apercevez que tout le monde est d'accord. Par exemple, sur la Nouvelle-Calédonie, la NUPES est unanime. Ça donne quand même une impression que chaque petit détail va être utilisé pour essayer d'exclure LFI, Mélenchon et tous les participants et vice-versa. Et vice-versa. Le vice-versa, je le vois pas vraiment. Puisque je viens de vous le dire pour Guedj. Oui, mais en fait, il y a parce que moi j'ai l'impression qu'il faut aussi essayer de réfléchir sur le fond des critiques, est-ce que c'est valide ou pas? La critique d'antisémitisme envers LFI, il n'y a jamais eu un seul propos antisémite ou une seule once de validité à ça. Bien sûr. Alors que la critique... Contre moi non plus. Ouais, contre vous non plus. J'ai gagné mon procès devant le tribunal. Oui, on est d'accord. Et j'ai été victime de ça. Et à l'époque, d'ailleurs, en plus, Mélenchon avait refusé de me défendre. Comme quoi, il faut bien défendre les autres avant d'être attaqué soi-même. Et j'avais gagné mon procès tout seul. On peut creuser comme ça les divergences, les querelles de personnes. On peut prendre chacune d'elles. Mais c'est un choix. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est pas du tout ça la question. La question, c'est très rapide pour exclure le. Parce que c'est pas la première fois. J'ai cité au moins 3 cas de figure où ils ont dit on fera une union après et ce sera sans LFI. Et moi, je vous redis, LFI n'a jamais dit on fera une union sans ces gens. Enfin, LFI, ils sont pro-union. C'est pas vrai non plus, cher ami. Tous les jours, j'ai 20 gars de LFI qui me disent plus jamais PS. Ouais, mais là, regardez, vous êtes en train de changer. Vous dites des gars de LFI. Oui, parce que je sais pas. Là, on parlait de Olivier Faure, qui est quand même le responsable du PS. Oui, c'est vrai. Mais je m'excuse aussi. Il y a une différence parmi les gars moi, je pourrais dire, il y a des gens du PS qui disent que, et là, je pourrais dire beaucoup de choses, vous voyez. Oui, mais je m'excuse. Des dirigeants de LFI disent ça aussi. Hein.
Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas des dirigeants, des porte-paroles, des députés de LFI qui n'ont pas attaqué le PS tous ces temps derniers. Du genre, Glucksmann est un pourri, Glucksmann est un vendu. Attention, Glucksmann n'est pas du PS. Attention, ne pas tout confondre. Hein. Oui, mais quand ils attaquent Glucksmann, ils attaquent le PS et vice-versa. Ce sont les travers de la polémique. Ça ne Alors, est-ce que jamais. Ça, c'est un point de vue. C'est un point de vue. C'est un point de vue que quand ils attaquent Glucksmann, ils attaquent le PS. Parce que là, on pourrait se demander s'il n'y a pas une trahison des têtes du PS envers leurs propres adhérents en ayant mis pour les européennes une tête de liste, et d'ailleurs la plupart de leur liste, des gens qui ne font même pas partie de la NUPES. Alors, bonne question. Puis-je vous répondre là-dessus? Parce que bien sûr, là-dessus, j'ai quelque chose à vous apporter de particulier. Je connais bien le PS pour y avoir été, et je sais bien comment tout ça s'est fait. Glucksmann avait déjà été le candidat en 2019. Pourquoi Faure l'avait-il choisi? Parce qu'à l'époque, il cherchait l'union, et ce coup-là, et les filles lui avaient dit non, pas d'union et tout ça. Hein. Même en 2019, quand Faure a dit je vois un candidat commun, et les filles lui avaient dit non. Il avait proposé Mélenchon comme candidat commun, et les filles lui avaient dit non. Et Faure, en 2019, avait cherché à s'en tirer pour faire une petite alliance dans laquelle il y a eu finalement que 6 élus, dont 2 seulement PS. Les 2 élus de place publique, 2 élus Laroutourou, puis encore un autre, et 2 élus PS. Le PS n'a que 2 élus sortants. Et donc, comme ça avait marché pour lui, parce que ça lui permis à l'époque de s'opposer aux Hollandais en interne, en mettant Glucksmann en avant. Et les Hollandais avaient été pour cette liste. Quand est revenu 2024, Faure a cru bon de refaire un peu pareil. Et savez-vous qu'en interne, les Hollandais, je raccourcis, hein, mais la motion, elle fait quand même un pourcentage important, ont voté contre la liste Glucksmann. Ce qui fait qu'il faut que vous compreniez, mais oui, mais attention, ça a des conséquences pour après. Parce que ce n'est pas une victoire des Hollandais. Ils étaient contre ça. Ils étaient contre cette forme d'union avec place publique. Et Faure, regardez bien, fait un meeting tous les soirs, derrière Glucksmann ou sans Glucksmann, et c'est lui qui drive la campagne. Et Glucksmann, c'est vrai, a ses particularités de se développer cette fois, je dirais, avec une orientation plus droitière, qui le distingue un peu du PS. Mais ce conflit-là, comment va-t-il se dénouer? Mon sens, il va se dénouer à l'avantage de Faure. Oui, bien sûr, écoutez-moi bien. Sur les 12 premiers candidats, vous avez 8 foristes. C'est une des raisons pour lesquelles les Hollandais sont contre. C'est-à-dire ceux qui gagnent à l'arrivée, les élus, c'est les foristes. Et je vous explique que c'est une conséquence pour la suite dans le PS. Ouais, mais c'est les élus au Parlement européen. On s'en fout un peu, non? Oui, mais écoutez, dans le Parti socialiste, tout est assez politique. Et comme il y a une lutte de fractions, si je peux me permettre, entre les Hollandais et les foristes, qui va l'emporter? C'est une question importante pour après-demain, c'est-à-dire après le 9 juin. Parce que si c'était les Hollandais, j'aime mieux vous dire que notre débat de ce soir, il n'est pas le même. Là, le PS revient dans une position antérieure droitière, c'est-à-dire type Tony Blair ou type Gerald Schröder. Oui, enfin, antérieure, c'est plutôt la position actuelle, mais oui. Voilà ce que je vous dis, c'est pas vrai. Okay. Je ne partage pas cette opinion. Je dis qu'à l'heure actuelle, c'est en partie masqué par la dualité Glucksmann-PS et par le fait que les Hollandais ne sont pas très contents de la liste et que si victoire ils ont, ça sera une victoire plutôt d'Olivier Faure qu'une victoire des Hollandais. Vous n'êtes pas obligé de me croire, je ne suis pas obligé d'avoir 100% raison, mais réfléchissez à ce que je vous dis pour l'après 9 juin. Et ça nous sert à quoi qu'après Olivier Faure soit fort au PS? Eh bien, ça nous sert à ce que la question de l'union se repose à nouveau, et pas avec la seule petite phrase d'exclure Mélenchon. Parce que l'union, une nouvelle NUPES, ne peut pas se faire sans LFI. Et par conséquent, ça se fera avec LFI. Et donc, cette question-là, pour l'après 9 juin, il ne s'agit pas de dire il y a une union, je ne sais pas, de la partie, alors comment on dit, pour me faire comprendre, je vois beaucoup de mes interlocuteurs, ils disent il y a une gauche molle et une gauche dure, quoi. Moi, je récuse cette phrase. Il y a la gauche et la droite, en fait. Oui, mais... Les hollandistes, c'est la droite. Eh ben non, excusez-moi, les hollandistes sont à peu près comme Schröder ou comme Blair. C'est l'aile droite de la gauche. Blair, c'est la droite. Alors, quelle est la différence avec la droite, du coup? C'est ça qui est intéressant. Qui a fait le SMIC en Grande-Bretagne? Tony Blair. Il n'y avait pas de... D'accord.
C'est-à-dire Ouais, mais Hollande, du coup, Hollande, il a pas fait une mesure équivalente à créer un SMIC. Il a repoussé l'âge de départ à la retraite de 2 ans. Je suis d'accord avec vous que Hollande avait quelque chose de pire que Tony Blair. Ouais, mais je vous dirais venez, il avait venons, des points communs avec Schröder. D'ailleurs, il s'en est vanté à un moment donné au cours de son mandat. Il avait des points communs avec Schröder, lequel, dans les négociations avec Merkel, faisait toujours progresser certaines choses. Par exemple, si en Allemagne, vous avez l'interdiction pour les entreprises de plus de 300 salariés d'avoir plus de 3,5% de non-CDI, c'était une poussée du SPD contre la CDU. C'est-à-dire que quand vous avez un parti de gauche, même ouvrier bourgeois, on avait déjà utilisé cette expression dans notre débat précédent, en tout cas moi, et ben quand Schröder, il fait quand même, comme Blair, progresser un petit quelque chose. La différence, vous avez raison, c'est qu'avec Hollande, il a fait progresser rien du tout. Il a trahi, c'est une des plus grandes trahisons de l'histoire du PS, c'est à part Guy Mollet. Plus 2 ans d'âge de départ à la retraite avec les deux ans d'annuité rajoutés, code du travail défoncé par la loi travail, manifestant contre tous ces trucs-là tabassés par la police, et d'autres choses que j'oublie. Les débats sur la nationalité. La déchéance de nationalité, c'est extrême droite. Il a augmenté la TVA, il a cassé la plupart du code du travail, c'est lui qui a fait reculer les prud'hommes, il a fait reculer l'inspection du travail, il a pris une série de mesures antisociales, il a donné des milliards au patronat au lieu de les donner aux salariés. Appeler ça la gauche, moi je peux pas, je suis désolé. C'est une bonne transition, moi j'aimerais justement... Si, je vous explique que c'était quand même issu d'un parti de gauche. Issu, mais bon, Mussolini était issu d'un parti de gauche. Est-ce que vous allez dire que Mussolini c'est la gauche? Qu'est-ce qui ce soir, sur ce plateau, vous me dites ça? C'est que Hollande a perdu. Est-ce que Mussolini est de gauche? Bien sûr que non. Pourquoi? Mais il est issu d'un parti de gauche, non? Pas du tout, il a rompu avec en 1912. Il n'est pas resté dans un parti de gauche, Mussolini. Et s'il était resté dans le parti de gauche, et c'est bon, il aurait été de gauche? Excusez-moi, Hollande, il a été élu avec 16,5 millions de voix de gauche. Mais c'est pas... Ok, là, il y a un truc qu'il faut comprendre. On a perdu 14 millions en 20 mois. Je reprends ma phrase. Perdu. Il y a une incompréhension, là, en 20 mois. C'est donc bien que c'était des voix de gauche. Mais c'est pas parce qu'il est... perdu. Juste quelques secondes. C'est pas parce que quelqu'un est élu avec des voix de gauche qu'il est de gauche. Oui, mais enfin, attendez, excusez-moi. La gauche, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui émane d'une classe sociale, le salariat. Oui, mais l'idée que les gens se faisaient de ce personnage était de gauche. C'est pas pour ça que ce personnage est de gauche. Attention. Oui, mais attendez, il était de gauche parce qu'il était secrétaire du Parti Socialiste, parce qu'il était candidat de toute la gauche. Je vous rappelle que tout le monde a appelé à voter pour lui, Mélenchon inclus. Et que, voilà. C'est pour ça qu'il est de gauche. Oui, il était de gauche. C'est pas pour ça qu'il est de gauche. Mais s'il n'était pas de gauche, il n'aurait pas pu la trahir. C'est pas pour ça qu'il est, et le verbe être, il est présent dans ma phrase. Il y a une contradiction avec le fait qu'il soit de gauche et toutes les actions qu'il a fait qu'il aurait jamais pu faire s'il était de gauche. Enfin, c'est juste... Mais c'est pas compliqué. C'est parce qu'il était de gauche qu'il a pu trahir de son point de vue à lui. Pour moi, il a pas trahi. Hein. Pour moi, on savait qu'il allait faire cette politique-là avant. Mais c'est pas vrai que vous saviez. Non, mais ça, c'est ok. Ça nous intéresse pas, ça. Ça nous intéresse pas cette partie-là. Juste parce que le PS, par exemple, est passé de 180 000 membres au Congrès de Toulouse, on est en novembre 2012, à 20 000 membres en 2017 au Congrès d'Aubervilliers. Donc voyez-vous comment 20 000 de trop. Oui, mais la trahison de Hollande s'est faite contre le PS. Je répète bien la phrase. Contre Très bien. Mais du coup, là, on parlait de Hollande. Oui, on ne peut pas dire que Hollande est de gauche. Il était le chef, mais il était de gauche. Vous ne pouvez pas dire que 16 000... On ne peut pas dire que Hollande est de gauche. Ça, vous me dites encore autre chose. Je parle au présent depuis le début de la discussion. Non, je parle moi des 16 millions et demi de voix qui se sont... Justement, je ne parlais pas de ça. C'est ce que je vous ai dit. On parle au présent. Je parle actuellement, là, Hollande, et vous dites Hollande est de gauche actuellement? Alors, il est minoritaire dans le Parti Socialiste. Oui, mais on ne parle pas de parti, on parle d'idéologie. Non. Si. Un parti, c'est un parti. Oui, mais on ne parle pas du parti actuellement, là, on parle d'idéologie. Ouais, nous, on parle de son idéologie. Ça a une nature de classe. C'est pas hermaphrodite. Mais on parle d'idéologie, là. Un parti, non. Un parti, c'est matériel. Je le dis. Mais bref, je vous répète, c'est pas idéologique. C'est d'abord l'émanation d'une classe sociale, c'est-à-dire c'est une force matérielle. C'est-à-dire ça se fait avec des partis, avec des syndicats ou avec des associations.
Et le Parti socialiste, sa nature de classe, elle n'a pas changé depuis 1905. Mais là c'est un discours essentialiste. Bah, bien sûr, il est essentialiste. Parce que c'est un objet matériel. Ok. C'est pas idéologique, c'est pas les idées PS. La gauche, c'est pas idéologique? Mais attendez, excusez-moi bien. Le Parti socialiste est une Je parle pas du Parti socialiste, Ah bah en fait. oui, mais moi je vous parle du Parti socialiste. Et Très bien, on peut en parler si vous voulez. L'appartenance du Parti socialiste, mais c'est pas ça le sujet. Elle est déclarative. Ok, moi j'ai un truc à dire là-dessus. Je peux revenir, juste, je vous laisse parler. Juste pour conclure sur la nature de classe. Oui, mais juste pour conclure sur le truc de Hollande, moi je veux dire que, en fait, moi j'ai l'impression que c'est une grosse faute politique de la gauche aujourd'hui d'inclure François Hollande et de lui mettre l'étiquette gauche, parce que pour moi ça crée une confusion, en fait, ça crée une confusion. Il y a des millions de personnes dans ce pays, des millions d'électeurs qui en fait pensent, parce que les médias bourgeois, etc., avant cette idée, pensent qu'en fait la politique qu'a menée François Hollande, c'était entre guillemets la gauche au pouvoir, c'était ça la gauche au pouvoir. Et on entend depuis maintenant on parle il y a une décennie, hein, donc ça fait une décennie qu'on entend ça. Dès qu'on essaie de défendre, par exemple, ça serait bien de mettre la gauche au pouvoir parce qu'il y aurait, vos salaires seraient augmentés, votre âge de départ à la retraite serait baissé, le droit du travail, etc. Il y a une réponse qu'on entend tout le temps partout, c'est on a vu ce que ça a donné la gauche au pouvoir avec François Hollande. J'ai compris, mais ceux qui disent ça, c'est la droite. Non, c'est les gens, en fait. C'est les citoyens. Les citoyens sont dans les citoyens sont dans une confusion. Attendez. Les gens sont dans une confusion parce qu'en fait, ils associent la politique d'Hollande à la gauche au pouvoir. Et en fait, ça, c'est un truc majeur qu'il va falloir expliquer aux gens. Nous, on essaie de le faire depuis un moment. C'est pour ça on reste super clair sur le fait que Hollande n'est pas de gauche. Parce que sinon, en fait, on peut pas avoir une discussion sur la gauche au pouvoir parce qu'on est en train de céder la définition de gauche à ces gens-là. J'ai compris. Laissez-moi le redire. C'est la droite qui dit ça. Pour moi, c'est la droite qui dit ça. Mais si. Parce que nous sommes de gauche, nous avons intérêt à dire que c'est la trahison de la gauche. Et la droite a dit non, moi je dis que c'est la droite. C'est la faute à la gauche. Et moi je dis c'est la trahison de la gauche. C'est beaucoup plus clair pour les gens. Mais non, c'est un problème. C'est un problème de dire ça. C'est un problème de dire c'est la trahison de la gauche parce que sinon les gens vont dire ah bon mais du coup en fait la gauche trahit. Qu'est-ce qui nous ferait penser que la gauche va pas retrahir la prochaine fois? C'est une catastrophe. On peut juste expliquer aux gens. Ce qui est pas juste, c'est de faire un glissement de phrase. Quand je dis la trahison de la gauche, vous me dites c'est la gauche qui a trahi. Non, la droite dit c'est la gauche qui a trahi. Nous qui sommes de gauche, on se laisse pas faire. On dit c'est pas nous qui sommes responsables de la trahison. Dans ce cas-là, Monsieur Filoche, la trahison de la gauche, par quoi? Alors, par l'appareil qui le dirige. Par quoi? Par l'appareil qui dirige le PS. C'est la gauche, ça? Bah oui, tout parti de gauche a un appareil. Donc par la gauche, donc la gauche a trahi. Faut que vous m'écoutiez. Tout parti de gauche a un appareil, et les filles aussi. C'est la gauche? Bien sûr. La tête du PS, c'est la gauche? Excusez-moi. Tout parti de gauche, et même les syndicats ont un appareil. Parce que quand ils se développent, il y a des paradoxes. Il y a un paradoxe dans ce que vous dites, parce que vous dites la trahison par la gauche. C'est quoi la formule pour... J'ai pas envie de... C'est la trahison. Faut bien que vous... Faites un effort, s'il vous plaît. Justement, c'est la trahison de la gauche. Et pourquoi? Parce qu'à la tête des partis de gauche, il y a des appareils qui génèrent des intérêts matériels distincts de ce qu'attend la base. Dans ce cas-là, ok. Du coup, quel intérêt matériel a poussé Monsieur Hollande ce qu'on appelle à avoir cette politique? Qu'on appelle les ors de la République. C'est-à-dire, il y a plus les directions des appareils sont installées dans la République, ont des prébendes, des salaires, des avantages et tout ça, plus ils sont amenés à se distinguer de leur base. Qu'est-ce qui a motivé Hollande à faire cette politique au sein même de l'appareil? Parce que pour lui, il y avait tous les avantages, il pouvait défendre sa politique et il pouvait trahir ensuite. Non, mais quel est son intérêt personnel de faire ça? Il était élu, hein. Il voudrait l'être encore, le bonhomme. Oui, mais du coup, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Qu'est-ce que ça lui a apporté, personnellement? Il était élu président. Non, il a été élu. Une fois qu'il a été élu, qu'est-ce qui l'a motivé à faire ce qu'il a fait? Il répondait à ceux qui l'entouraient et qui se partageaient le pouvoir. Et pour je ne comprends pas, du coup. Je comprends pas. Je vais vous expliquer. Oui, comment je fais?
je vais vous prendre une image qui Parce semble... que de votre point de vue, il est de gauche à ce moment-là. Donc qu'est-ce qui, dans l'appareil, qui a trahi? Pourquoi il met bien pas la ma retraite à phrase. 60 ans? Pourquoi il augmente pas le SMIC? On n'est Pourquoi pas loin il... de se comprendre. Écoutez bien ma phrase. Dites-moi. Il est de gauche, il trahit la gauche. Il est de gauche. Pour quelle raison? Parce que vous avez dit c'est les appareils qui font Voilà, que. on y arrive. Quelle raison? Laissez-moi faire une parabole, comme on dit. Ok. On m'avait expliqué qu'un des bureaucrates syndicaux dans les chantiers navals à Brest, et des bureaucrates syndicaux, écoutez bien ma phrase, il y en avait qui aimaient bien boire le champagne quand le bateau était fini de construire. Et buvaient le champagne avec l'armateur. Mais pour qu'ils boivent le champagne, c'était un avantage pour eux, une envie pour eux, un désir pour eux, un bien pour eux. Quand ils buvaient le champagne, il fallait qu'ils les aient remplis 2 conditions. La première condition, c'est qu'il fallait qu'ils aient suffisamment défendu les intérêts des ouvriers en tant que syndicalistes, parce que sinon, ce n'était pas eux qui étaient élus et ils ne buvaient pas de champagne. Et la deuxième condition, c'est qu'il fallait qu'ils n'aient pas trop bien défendu les intérêts des ouvriers, parce que sinon, c'était l'armateur qui les invitait pas et ils buvaient pas de champagne. Donc, pour boire du champagne, ce qui est une allégorie, ça veut vouloir dire se partager des salaires élevés, des choses prestigieuses, etc. Il faut que, quand c'est un parti ouvrier bourgeois comme le PS, il faut qu'il remplisse 2 conditions. Il faut qu'il en fasse suffisamment pour que le salariat vote pour lui. Et il ne faut pas qu'il en fasse trop pour ne pas se mettre à dos les patrons, les institutions, les flics, la police, les généraux. Pourquoi il veut ça, en fait? Pourquoi il veut ne pas se mettre à dos, etc. Je suis d'accord avec vous. Pourquoi ils veulent ça? Moi, j'ai toujours du mal à comprendre, mais je comprends que c'est matérialiste. Parce qu'ils sont de droite. Ça m'a pas l'air de gauche de ça. C'est matérialiste. Mais vous vous êtes toujours posé... Non, mais expliquez-moi. vous vous êtes posé cette question. Nous, on se l'est posé aussi, et nous, on a la réponse. C'est parce qu'en fait, idéologiquement, ils sont pas de gauche. C'est-à-dire Alors, qu'ils sont... Quelqu'un qui fait tout ça, juste pour reprendre votre allégorie, Oui. quelqu'un qui fait tout ça pour pouvoir boire le champagne n'a pas les intérêts des travailleurs. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que, placés à la tête des partis, Pour être de gauche, ils s'émancipent de la pression de leur Ouais, je base sais pas. et ils défendent leurs propres intérêts plus que ceux de ceux qui les ont élus. Mais C'est ça. quel intérêt protège Hollande en se mettant à dos l'intégralité de la population française et en ne pouvant pas faire un 2e mandat, Alors, je vais vous dire quelque en chose. faisant passer des lois qui ont l'air quand même d'être des lois de droite Oui, quand on mais regarde vous un savez, petit peu. Au service du top Ça donne un peu 1% l'impression uniquement. qu'il veut mettre en place une politique de droite. Oui, mais Et ce qui pourrait expliquer ça, dans la liste des choses qui pourraient expliquer ça, il y a dans cette liste de choses qui pourraient expliquer ça, il y aurait dedans le fait qu'il soit de droite. Bon, vous voulez pas le prendre celui-là, ok. Il y aurait aussi, qu'est-ce qu'on peut prendre? Il y aurait aussi, par exemple, il est payé par des gens. Est-ce que vous voulez prendre ça? Bah, écoutez, les salaires d'un président, le niveau de vie. Non, mais il le touche quand même. Il le touche quand même, ça. Oui, mais Quoi qu'il fasse. oui, non, ça, c'est pas vrai. Ah si, c'est vrai. Prouvez-le-moi que c'est pas vrai. Il espérait bien, en faisant, être quand même réélu. En fait, s'il voulait être réélu, il aurait arrêté. Mais non, c'est pas légitime ça, parce qu'il aurait changé de politique. On a empêché Hollande et on a viré Valls. Mais lui, Hollande, il voulait être élu. Mais s'il voulait être élu, il aurait arrêté de faire des choses qui étaient Oui, impopulaires. mais il pensait qu'il y arriverait à faire les 2 choses. Mais C'est quoi les 2 choses? c'est qu'il pouvait garder des voix des salariés tout en les trahissant. Ce que fait le bureaucrate syndical pour rester dans son poste. Il a échoué, Hollande. Et si vous voulez que je vous donne un autre argument, c'est que pourquoi avait-il dit au discours du Bourget en 2012 que son ennemi principal c'était la finance? Parce que quelqu'un lui a écrit ça dans son discours? Mais vous êtes naïf là quand même. Non, je connais la personne qui a écrit ce discours. Mais oui, mais d'abord, je peux vous dire une chose, c'est que des gens comme Moscovici et tout ça, ils étaient contre que cette phrase-là y paraisse. Que à l'époque, Macron et Cahuzac étaient contre que cette phrase-là y paraisse. D'accord. Mais il avait besoin de la dire pour être élu. Ça lui coûte cher après. Mais c'est bizarre parce qu'on dirait quand même quand on regarde un peu de loin tout ça, on dirait quand même qu'il n'a pas des intérêts des ouvriers, de la classe populaire en tête. C'est ce qu'il a besoin. Il a besoin de dire mon ennemi c'est la finance. Plus tard, même quand il y aura l'affaire Mera. Et Macron a dit ça aussi. Est-ce que du coup, dans un système comme la 5e République, qui fait
qui fait se corréler les élections présidentielles et législatives au même moment. Est-ce que ce type de personnalité-là n'a aucun intérêt pour le peuple? Parce qu'une fois élu, il peut faire ce qu'il veut. Il a un intérêt pour le peuple parce que le peuple voulait chasser Sarkozy. Et si nous étions en 2012, on revoterait tous Hollande. Et on voulait chasser au Sarkozy. second tour. Mais on parle du premier tour. On n'avait pas de choix. Ah si, on avait le choix. Bah, si, on aurait pu mettre Mélenchon au second tour en 2012. Si les poules avaient des dents, on aurait sûrement pu mettre Mélenchon au second tour. Mais en même temps, c'est vous. Attendez, monsieur, vous dites si jamais on vous dites si jamais. Attendez, c'est vous qui dites si jamais on retournait en 2012. Oui. Donc si les poules avaient des dents, on serait en 2012. Et là, du coup, on voterait pour Mélenchon. C'est vous qui donnez le scénario. Bah oui. Dans le scénario, on retourne tous en 2012. On dit bon, les gens voulaient pas qu'on. Le rapport de force en 2012, c'était de voter Hollande. Il n'y en avait pas d'autre. Si on retourne en 2012. Bah, si on retourne en 2012 avec la connaissance d'aujourd'hui, si on vote pour Mélenchon au premier tour. Non, c'est pas vrai. Ça ne se passera pas comme ça. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Quelle est la différence entre Hollande et Delors? Si les poules avaient des dents, ça se passerait pas comme ça. Oui, mais la différence entre Hollande et Delors, c'est que Delors, lui, il disait je suis pour la retraite à 65 ans, je suis pour désindexer les salaires des prix, je suis contre les 35 heures, je suis contre la sécurité sociale, baser les salaires. Et Delors avait dit une chose à l'époque, pour ma politique, je n'ai pas de majorité, donc je ne me présente pas. Voilà. Hollande, lui, il a dit, pour passer, me présenter, il faut que je monte un peu, et il l'a fait sur la finance. Un peu ou énormément. Aussi. Oui, bien sûr, c'était énormément. Mais à l'époque, on ne le savait pas. Parce que si ça avait déclenché à l'époque, on ne le savait pas. Mais si on regardait le programme 2012 de Hollande, il était pas de gauche. Hein. Non. Là, ok, on est tous d'accord là-dessus. Aujourd'hui, maintenant, c'est bon. On peut arrêter de jouer. Sur Hollande, c'est plus jamais Hollande. On peut arrêter de jouer son jeu, quoi. À un moment, on peut passer à autre chose. PS, oui, mais plus jamais Hollande. On est d'accord. Voilà, mais ok, donc plus jamais Hollande, mais PS, oui. Alors, donc le plus PS, jamais Glucksmann. Le fait est que PS, oui, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ce qu'a fait Hollande, qui sont au PS aujourd'hui. Oui, mais attendez. Et qui pensent que c'est une bonne stratégie et qui sont prêts à le refaire. Je peux vous dire combien. Au dernier congrès, c'était... Bah non, vous pouvez pas dire combien, on ne sait pas ce que pensent les gens. 27% au dernier congrès, Hollande. Mais moi, je compte tous les gens qui soutiennent Glucksmann au PS, je les compte là-dedans, moi. Parlez d'autre chose. Bah oui, on n'a pas les mêmes définitions de ce qu'on appelle la politique droitière du PS. 27% soutenaient Hollande. Après, Glucksmann, c'est autre chose. Il n'est pas au PS. Vous savez que dans le dernier, la votation pour savoir si on reprenait Faure, il y a eu, c'était à 1% près, je crois. Ah, c'était à 49, 51, 51,5, 48,5, absolument. Voilà, c'était très serré. C'était très serré et l'autre personne proposait de quitter la NUPES dès cette époque-là. Oui, c'est vrai. C'était Hélène Geoffroy. Mais elle a eu, je ne sais plus combien, 13,5 ou 14%, et 23%, ils étaient divisés dans le camp droitier du PS. Et Faure avait, lui, une majorité, même relative, de 49%. Et ça nous intéresse. Nous ne sommes pas extérieurs, même si on n'est plus au PS où on n'y est jamais été, ça nous intéresse de savoir qui dirige le PS. Si c'est des gens qui veulent l'unité NUPES ou si c'est des gens qui veulent revenir au hollandisme. Moi, justement, c'est un enjeu des luttes de classe de savoir si on peut tirer le PS vers une nouvelle Union populaire après le 9 juin ou si le PS est foutu et que ça revient à Hollande. Mais le seul fait qu'ils aient pas voulu faire une liste unique aux européennes devrait nous poser des questions quand même. Non, oui, bien sûr. Mais là, il y a d'autres facteurs. Parce que si à chaque élection, il y a d'autres facteurs, parce qu'au sénatorial aussi. Au sénatorial aussi. La politique est compliquée. Et les sénatoriales, on en parle. Une place qui a été demandée par LFI. On a perdu 11. Le peuple a perdu 11 sénateurs. Vous m'avez suivi depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. J'ai pris position contre le fait qu'il n'y ait pas un candidat LFI au sénatorial. Et j'ai même eu une discussion, je vous l'ai dit, avec Olivier Faure. Et Olivier, quand je le lui reprochais, il m'a dit c'est une faute politique majeure de ne pas avoir donné un siège à LFI. Alors je lui dis mais pourquoi exactement. Alors pourquoi il part pas du PS? Pourquoi il me dit parce que il reste? Je ne suis pas. Écoutez-moi bien. Il répond c'est parce que je ne suis pas assez fort à la direction du PS. Sinon j'aurais pu imposer ça. Mais du coup, il faut partir du PS et il faut laisser crever le PS avec les gens de droite qui restent, c'est tout. Vous faites de la politique fiction, c'est encore si les poules ont des dents. Si vous dites partir mais non, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent dans leur vie. Ils peuvent quitter le PS et commencer à être de gauche s'ils veulent. Mais
Pardon. Le PS est une organisation traditionnelle. Vous avez une ville sur trois qui... Mais oui, mais je suis obligé de vous rappeler ça. Parce que vous dites, ils ont qu'à partir du PS. Mais les gens, il y a des gens qui sont au PS depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il y a des jeunes qui sont... C'est pas une raison. Mais oui, mais c'est comme ça. Les organisations de gauche traditionnelles, elles ont une implantation traditionnelle que, par exemple, la LFI n'a pas. Et on va le voir au municipal. Parce que la LFI va se retrouver dans une position encore plus difficile. Moi, je pensais que la gauche, c'était on lutte contre les traditions si les traditions apportent des issues mauvaises, du passé faisant table rase. Non, c'est pas l'idée ça que vous faites de la gauche. Mais moi, je vous définis la gauche comme une force matérielle qui émane d'une classe sociale qui est bien matérielle. Monsieur Filoche, sur les sénatoriales, pour que le PS... En fait, moi, j'essaie de comprendre, parce que moi, j'ai pas toutes les cartes, vous voyez. Moi non plus, mais je fais ce que je peux. Ouais, ben justement, c'est pour ça qu'on discute. Ouais, c'est une bonne discussion. Hein. Et juste, moi, j'essaie de comprendre, parce qu'on est d'accord que pour les sénatoriales, c'est pas c'est plus facile que pour d'autres élections, c'est-à-dire qu'il y a des grands électeurs, et donc on sait à peu près vers quoi vont aller les votes, et c'est plus un jeu. Je peux vous dire quelque chose, j'ai compris. Je peux vous dire quelque chose, le PC ne voulait pas laisser un siège à LFI. Seul le PS semblait pouvoir, et les Verts. Et le PS, ça s'est discuté dans l'Allier, ça s'est discuté dans le Puy-de-Dôme, ça s'est discuté dans l'Essonne, et ça s'est discuté dans le Jura. Et la direction du PS fort a essayé qu'il y ait un compromis. À la fin, il n'y avait plus que dans le Jura. Et les gens du Jura, du PS, ont refusé. Et la direction du PS n'a pas pu imposer qu'il y ait un siège LFI. Et Mélenchon s'est fâché et a insulté fort là-dessus. Le dernier échange par SMS date, je crois, du 23 août. Et dans le 23 août, vous avez un SMS public de Faure qui dit « Écoute, Jean-Luc, ne rompons pas là-dessus. Tu connais toujours mon téléphone, il faut qu'on se reparle. » Et de ce date-là, Mélenchon ne lui a plus jamais reparlé et l'a insulté dans tous les médias à cause du siège au sénatorial. Mélenchon avait raison. Faure disait que c'était une faute politique de ne pas donner le siège à Mélenchon. Ceci dit... Vous êtes en train de dire que c'est le PC qui a saboté tout ça ? J'étais en train de vous dire, non, le PS aussi, puisque je vous dis dans le Jura, les gens du PS qui étaient locaux n'ont pas obéi à la direction nationale et qu'il n'y a pas eu la possibilité de dégager, puisque c'est par consensus, nomination, liste, remplacement, etc. Il n'y a pas réussi à dégager alors que c'était possible. Ils n'ont pas réussi à dégager un siège pour LFI. Bien. Alors, deuxième chose, après, ça va être la liste européenne. Je vous explique parce que c'est des forces matérielles. Est-ce qu'on peut rester sur les sénatoriales juste deux secondes ? Ouais, parce que sur les sénatoriales, ça veut dire moi toujours quand on parle de la force matérielle qui représente le peuple, quoi. En gros, c'est ça que vous dites pour la gauche. C'est plus que ça. C'est le produit du peuple. Bah, c'est ça que j'essaie de... Les idées viennent du ventre. Ouais, mais c'est à ce moment-là. Les idées qui décident. Bien sûr, mais c'est à ce moment-là que force sociale. C'est à ce moment-là que je le reconnais plus, ça, puisque ça veut dire qu'il y a des gens qui avaient devant eux deux choix possibles. Soit laisser un poste à la France Insoumise, un seul poste de sénateur, soit dans le cas contraire, du coup, la France Insoumise présente quand même des électeurs en face de tous les autres, des candidats en face de tous les autres, et on le sait du coup à l'avance, comme je disais tout à l'heure, on sait pour qui vont voter les grands électeurs, on se retrouve avec, je crois que c'est 11 postes. 11. Ah, vous avez raison. Qui ne sont pas gagnés par des représentants. Vous avez raison, c'était une faute politique majeure. Elle n'a pas pu être évitée même par les appareils. Il y a des gens dans les appareils côté fort qui ont essayé j'ai compris tout ça. J'ai compris tout ça. Mais pour moi, ça, c'est pas quelque chose de représentatif. C'est pas la gauche pour moi, ça. Oui, mais puisque c'est pas ce qui est dans l'intérêt du peuple. Vous dites c'est pas la gauche pour moi, ça. Excusez-moi, mais c'est pas votre phrase qui compte. C'est la matérialité de ce qui s'est passé. Pour vous, c'est pas la gauche. Mais du coup, j'essaie de comprendre comment on définit la gauche. Parce que s'il y a des gens qui sont prêts à faire perdre 11 postes de représentants pour les... Je crois que c'est 7 ans, les sénatoriales, ou 5 ans. C'est 6 ans, je crois, oui. 6 ans. Par 3 ans, mais bon. Voilà, donc oui, c'est ça, c'est 6 ans. Ça veut dire que pendant 6 ans, on a perdu 10 personnes, 11 personnes qui auraient pu défendre nos intérêts, mes intérêts à moi, les intérêts de mes collègues, les intérêts de ma famille, dans l'institution de la 6e force mondiale. Mais dans le groupe sénatorial,
C'est Pour moi, pas ça, Fort oui, je vous réponds. Dans le groupe sénatorial, c'est pas Fort qui est majoritaire, ce sont les droitiers pro-hollandais. Comprenez? Donc ils ne voulaient pas céder, parce que eux, ils veulent la scission de la NUPES. Donc ils ne voulaient pas céder, même à leur propre... Ils sont de gauche, du coup? Bah bien sûr que oui. Quoi? Comment c'est possible? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas votre définition. Gauche, parce que votre définition de la gauche, c'est une idéologie, des idées, etc. Et moi, je vous dis que la gauche, c'est une force matérielle qui est issue du salariat, avec des partis, des syndicats, des associations et des appareils. Et donc, j'essaie de vous expliquer comment ça marche. Et vous me répondez, ah mais non, mais pour moi, c'est pas la gauche. Mais c'est, excusez-moi, gentiment. Non, mais matériellement, comment tu peux être de gauche si matériellement tu fais perdre la gauche tout le temps en connaissance de cause? Un préjugé sur la gauche, vous croyez que c'est des idées, alors que c'est des forces matérielles. Non, mais matériellement, ils font perdre la gauche tout le temps. Matériellement, on a perdu 10 représentants. Oui, bien sûr. C'est une faute politique majeure. Pas une idée, ça, c'est une réalité matérielle. Et je vais vous expliquer. Mais moi, je vais arrêter de soutenir la gauche. C'est une catastrophe, la gauche. Mais qu'est-ce que vous dites, la gauche? Je soutiens la gauche. Quelles idées de la gauche? La gauche, ah non, c'est fini. Moi, je quitte la gauche aujourd'hui. Moi aussi. Matériellement. Parce que vous ne comprenez pas que la gauche, c'est d'abord le salariat. Et que là, ça m'a pas l'air d'être le salariat, le fait de faire perdre 10 sénateurs. Si, bien sûr. Regardez qui vote dans le Jura. Bon. Regardez qui vote. Regardez qui vote dans l'Essonne. Regardez qui vote dans l'Allier. Regardez ce que les mairies ont pris position. Et regardez qui y a dans les mairies. C'est comme dans le syndicalisme. Ils ont permis une réussite matérielle à la droite au Sénat, en fait. Donc, pour moi, c'est... Si vous me dites, moi, l'intersyndicale n'a pas appelé à la grève générale, alors je ne veux plus de syndicalisme, vous aurez le même type de raisonnement. Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Nous, on veut des syndicalistes qui défendent les intérêts du salariat, justement. Il y a beaucoup de jeunes qui disent que le syndicaliste ne défend pas les intérêts du salariat, donc je ne me syndique pas. Nous, on dit pas ça, nous, on généralise pas. On dit justement que les têtes de syndicats pendant la réforme des retraites n'étaient pas... moi, je vous dis, n'étaient pas en train d'accomplir le vrai rôle de syndicaliste comme ils auraient dû le faire. Et je vous dis que si le salariat avait été plus mobilisé encore et plus puissant, il aurait poussé ces directions à aller plus loin. Mais on ne sait pas, justement. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que les directions... Non, attendez, parce que là, c'est un peu... Il y a du mystique dans votre propos, il y a du mystique à ce stade. Oui. Si jamais le patron... Attendez. Si jamais les têtes des partis, les têtes des syndicats, etc., sont juste pas d'accord... ils veulent... Parce qu'ils veulent voir le... Ce n'est pas. Attendez, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que il y a des gens qui leur demandent, qu'il y a des gens qui. C'est pas parce que matériellement ils ont la force de le faire que ça va avoir lieu. Il y a aussi des individus qui ont des idées personnelles et qui ont des postes de pouvoir et qui font des décisions. Oui, bien sûr. Les deux ont lieu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être purement dans une vision où s'il y a assez de gens qui soutiennent cette chose-là, ça va passer. Preuve, est-ce qu'il y a une liste unie actuellement à gauche pour les européennes? Les appareils ont réussi à diviser la gauche. Est-ce qu'il y a une liste unie actuellement? C'est bizarre parce que l'intégralité, je vais pas dire l'intégralité, mais on était sur 90% selon tous les sondages, voulait une liste unie. Oui, absolument. Donc on est en train de voir à un moment quand même que c'est pas parce que les gens le veulent que ça pousse les têtes. À un moment, les têtes, elles veulent autre chose. Factuellement, la description que vous faites est vraie. Les têtes veulent autre chose. Et si les têtes veulent autre chose, ça veut dire qu'on ne peut pas assimiler la nature et l'essence du groupe pour lesquels ils sont la tête à leurs actions et ce qu'ils font. Ce sont des choses différentes. Vous êtes en train de redire autrement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne pense pas, parce que vous avez dit qu'ils étaient de gauche parce qu'ils étaient là. Je vous ai dit que c'était des partis ouvriers bourgeois, que la tête du parti était un appareil, qu'elle aimait les ors de la République ou boire le champagne, et qu'elle, pour ça, elle dépendait de sa base, mais qu'elle tendait à s'émanciper de sa base. Je vous ai décrit ça. Mais vous défendez quand même leur étiquette de gauche. Et oui, bien sûr. Je défends que le syndicat CGT est un syndicat CGT, même quand je ne suis pas d'accord avec la façon dont la direction a procédé. On parle des individus. On parle des individus. Mais les individus, je m'en fous à la fin. Les individus, ils sont ou pas dans un parti, ou pas dans une association. Si on s'en fout, pourquoi est-ce qu'on va défendre qu'ils sont de gauche? Parce qu'ils sont dans pas leur point de vue individuel qui compte. Mais concrètement, quand je parle avec des gens et ils me disent on a vu ce que ça a donné la gauche au pouvoir, si je dis oui c'est vrai, parce qu'ils sont de gauche, en fait je perds politiquement, c'est fini. Vous dites c'est parce qu'ils ont trahi la gauche et les gens ils comprennent. Mais s'ils ont trahi la gauche, ils sont pas de gauche alors?
Bah si, il faut être de gauche pour trahir la gauche. Ou une fois que t'as trahi, t'es plus de gauche. Non, Oui, mais bon, évidemment. venez, on sort de ce débat. Bon, mais non, on sort. Je voudrais passer des sénatoriales, par exemple, aux européennes. Comment ça s'est joué sur les européennes entre les différents partis? Le premier responsable, c'est les Verts. Parce qu'eux, ils disent « je veux pas de liste commune ». Quelle est la suite de ce débat à la direction du PS? C'est que les droitiers du PS, anti-fort, disent bah, Je suis content que vous ayez changé d'avis là-dessus, parce que la dernière fois, c'était pas évident, ça. Ah non, je n'ai pas changé d'avis. Ah, je croyais que la dernière fois, Moi, c'était uniquement de la proche. faute de Mélenchon avec son article de blog. Jamais je n'ai dit que c'était uniquement de la faute. Ah pardon, j'ai mal compris la dernière fois. Oui, mais je dis toujours, c'est la faute principale est à LFI. Mais après, d'accord, principal. Okay. Bien sûr. Et donc les Verts, quand ils disent non, ils donnent la main aux droitiers du PS qui disent ah bah, on va pas aller tout seul avec LFI, on va donc en vérité Faure a du mal à proposer les choses et à ce moment-là il fait une manœuvre qui est la seule qui s'impose à lui. Il dit on va suspendre provisoirement et pour ne pas rompre, il dit on va suspendre notre participation à la NUPES pour ne pas rompre. Et il est sous la pression, à ce moment-là, des Verts qui disent qu'il n'y aura pas de liste unique. Moi, j'ai un échange, je discute avec... Mais il cède à cette pression, ça c'est un choix. Mais il n'a pas le choix. Voilà, la pression est plus forte de ce côté-là. Il cède à la pression de gens qui ont fait 4% en présidentielle au lieu d'aller dans le sens de faire gagner l'intérêt général et de se mettre avec le mouvement qui a fait 22%. C'est lunaire. Hein, mais... Des Verts qui est relayée à l'intérieur du PS par les Hollandais. Et puis vous avez une autre pression, plus petite, mais qui compte, c'est celle du PC, qui dit de toute façon, ça n'ira pas avec LFI. Du coup, LFI se retrouve tout seul, et la gauche dans la panade, nous le déplorons tous aujourd'hui. Je vous explique comment ça s'est passé. Les intérêts des appareils ont abouti à diviser la gauche et à la mettre dans la situation de polémique dans laquelle nous la décrivons aujourd'hui. Comment ça se fait qu'on est passé d'un PC qui se retirait des élections présidentielles en 2017 à un PC qui veut plus jamais être allié avec le LFI? Alors là, je vais être clair, c'est la faute à Mélenchon. Expliquez-nous. Alors je vais vous expliquer, parce que la vérité, c'est qu'il y avait au début un accord entre le PC et puis en 2012, et puis LFI. Cet accord aurait pu durer. Mais pour qu'il dure, il faut qu'il y ait un respect dans un accord. Parce que si l'un qui est un peu plus fort traite l'autre de subordonné dans un accord, l'accord il pète. Voilà. Et Mélenchon et la direction de LFI de l'époque a traité les autres partenaires en subordonnés. Si vous ne me croyez pas, ouvrez n'importe quel Twitter ou n'importe quoi, vous verrez des milliers de propos de milliers de militants LFI qui traitent les autres comme de la merde tous les jours. Attends, c'est les militants LFI ou c'est Mélenchon? Vous avez changé là. Alors attendez, d'où ça vient que les militants font ça? C'est parce que Mélenchon avait dit le PC c'est le néant. Attention, faites attention quand même, n'infantilisez pas les électeurs de gauche. Pas plus que je ne... À LFI, il y a un appareil, il y a une base. Je sais pas, je connais pas LFI personnellement. Oui, mais moi je vous dis, il y a un appareil et une base. Allez interviewer Alexis Corbière, François Ruffin, Raquel Garrido, Clémentine Autain, Daniel Simonet, et puis une dizaine d'autres députés au moins de LFI. Ils vous diront comment l'appareil fonctionne et comment ils en sont exclus. D'accord. Et puis après, c'est un autre sujet. J'essaie juste vraiment de comprendre pour le PC. Du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire perdre le... Alors, quand Mélenchon a dit que le PC c'était le néant, il s'est passé quelque chose d'autre dans la campagne entre 2017 et 2022. C'est que le Mélenchon s'est déclaré tout seul. À la fois précédente, il avait été allé voir le PC, il avait dit on mène une campagne commune. C'était avec Marie-Georges Buffet à l'époque. Et donc, il y avait eu une entente avec Marie-Georges Buffet. L'entente ne s'est pas retrouvée. Et Roussel, lui, il a dit « Moi, je ne marche pas », il l'a dit. Alors, Mélenchon a dit bah, « Rencontrons-nous ». Et Roussel lui a répondu « T'avais qu'à venir me voir avant de te déclarer. Parce que si tu étais venu me voir avant, on aurait discuté. Mais maintenant, tu me mets devant le fait accompli, tu dis que tu es candidat, et ben je le suis aussi. » C'est exactement comme ça que ça s'est passé avec Roussel. Exactement comme ça. Chronologie, je vous envoie les citations, les jours, les dates, je connais ça par cœur. Et donc le PC, c'est senti identitaire, maltraité. Et donc le PC s'est enfoncé dans l'idée, nous aurons un candidat. Et s'il fallait pour ne pas avoir un candidat, il fallait avoir une volonté politique unitaire à l'origine. Est-ce qu'il fallait pas juste... Moi, je pense pas qu'il faut une volonté politique unitaire à l'origine. Je pense qu'il faut une volonté politique d'éviter un second tour Macron-Le Pen. C'est la même chose.
C'est la même Je chose. pense que peut-être c'est vrai le truc de Mélenchon, etc. C'est la même Initialement, chose. il n'est pas consulté. Je sais pas, mais C'est je la suis prêt à même- vous croire là-dessus. Mais à un Et la moment, même il y a une chose. responsabilité politique des gens du PCF. Ils ont fait un choix en conscience de cause. Il y a la montée de l'extrême droite. Il y a le Oui, risque mais Le Pen les gagne au deux- second les tour deux existent, si les deux elle passe existent. au Vous me second dites tour. pareil, s'il vous plaît. Les deux existent. excusez-moi. Les deux existent. Les deux existent. En fait, c'est ça qui est important, c'est les deux existent. C'est-à-dire, là, oui, c'est vrai, il s'est présenté à ce moment-là, mais après, eux, Il a ils quand même prennent la demandé décision. avant une validation populaire avec un certain nombre Ils de. prennent la, ils Oui, prennent mais la dé- attendez. ils prennent la décision de présenter un candidat. Donc les deux existent, vous voyez ce que je veux dire? 2022, le seul qui est demandé avant 2022, un candidat commun, il s'appelle Olivier Faure. Sa citation, je la connais par cœur. Elle date de l'été, fin août, à Blois, à l'université du PS, devant tout le monde, où il dit « Moi, je suis pour un candidat qui ne soit ni insoumis, ni vert, ni communiste, ni socialiste, mais tout à la fois. » Ça pourrait être Jean-Luc Mélenchon s'il accepte d'être unitaire. Et dès lors, on pourrait faire, je cite toujours, dès lors, on pourrait faire un programme ensemble et soumettre ce programme à des assemblées populaires qui décideraient de son contenu final. C'est une proposition d'Olivier Faure en 2019. Et de la même façon que Mélenchon ne répond pas, ne contacte pas Roussel avant qu'il se déclare, Mélenchon refuse de répondre à Faure avec des arguments, plus jamais PS, va te faire voir, pas question, etc. Très brutal. Donc on est en 2019. Donc à ce moment-là, c'est parti pour avoir 4 candidats comme on a eu. Et donc, qu'est-ce qui s'est produit? On a perdu. Non, c'est pas inéluctable à partir de là. Ils si. ont tous fait le choix. ELV a choisi de faire une candidature séparée. Mais parce que ce sont des appareils. Parce que ce sont Mais ils des sont appareils. pas obligés. Les gens qui sont dans ces partis sont libres de vivre leur vie comme ils veulent. À quel moment ils sont obligés de rester dans un parti On décide pas séparé du parti majeur à gauche, central à gauche en France? Mais Personne n'est obligé de faire ça en fait. Je suis désolé, moi je veux juste, je résume ma position sur ce truc, c'est n'importe qui veut éviter la droite, c'est même pas de gauche, c'est qui veut éviter l'extrême droite à ce stade. C'est des gens qui, juste tu veux éviter le fascisme en fait. Au stade actuel, tu as une responsabilité politique en France en 2024 de au moins voter pour ou soutenir ou je ne sais quoi le parti hégémonique progressiste en France. Et c'est la France insoumise, c'est la réalité, il n'y a pas d'autre. Excuse-moi, pourquoi hégémonique? Parce qu'ils ont fait 22% au prédentiel et les autres ont fait 4%. Ce n'est pas vrai. LFI n'a jamais fait 22%. Ils ont fait 22% dans les dernières élections. Montrez-moi un vote où LFI dans les municipales, dans les européennes, dans les Non, dans les présidentielles, c'est l'élection majeure du pays où tout le monde vote. C'est Mélenchon, c'est-à-dire là où on vote pour un type de scrutin, où on vote pour une personne, si elle passe pas au second tour, on perd tous. Donc il y a un phénomène où des gens qui ne sont pas LFI, qui ne sont pas Mélenchon, votent parce qu'ils disent qu'il faut qu'on ait un candidat de gauche, ils sont matérialistes au deuxième tour. Et des gens qui disent moi je n'aime pas Mélenchon mais je vote pour lui parce que sinon on n'a aucune chance. Et les 22% ne sont pas des adhésions à LFI. C'est un vote utile pour que la gauche je dis pas ça. Mais pourquoi c'est du baratin? Non, j'ai pas dit baratin, je dis pas que je dis pas qu'ils sont LFI, je dis ça se voit dans les sondages parce que 15 jours avant, Mélenchon était à 15, 16, 17, etc. Et il a fait le bon pour aller 22 dans la dernière ligne droite parce que c'était le vote utile qui l'emportait. C'est pas que les gens ont été. Alors non, il y a pas eu de ouais, attention parce qu'il y a pas eu un report de voix. Hein. C'est pas un report de voix les derniers sondages là. Hein. Oui, si, bien sûr que si. Il passe de 15, 16, 17 à 22 dans les 15 derniers jours. Oui, mais c'est pas attention parce que c'est pas un report de voix ça. C'est un vote utile. C'est-à-dire, c'est un vote de gens qui se disent je veux que mon camp, qui est représenté par la gauche, et maintenant il n'y a plus que Mélenchon qui est en tête, je veux qu'il soit au deuxième tour et je veux pas qu'on soit balayé. Mais c'est pas un report de voix. J'ai dit report de voix? Ce n'est pas un report de voix. Mais je n'ai pas parlé de report de voix, à ma connaissance. Non, j'ai fait une erreur. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas des gens qui ont enlevé leur voix. Bien sûr que si. Il y a des gens qui ont enlevé leur voix à Hidalgo, il y a des gens qui ont enlevé leur voix à Roussel, non, mais il y en a qui l'ont enlevé le passage de 17% à 22%, les 5% qui n'étaient pas comptés qui sont une erreur des sondages, c'est pas parce que les gens n'ont pas voté pour d'autres personnes. Parce que quand tu regardes les... Si. Non, parce que c'est un échec total pour Hidalgo. Elle traîne lamentablement à 1,74%. Il y avait plus de voix socialistes. Est-ce que je peux expliquer mon... Vas-y, BBT, vas-y. Ouais. Parce qu'en fait, les derniers sondages qui sont réalisés juste avant l'élection,
effectivement, il y a un passage de Mélenchon à 17%, de 17% à 22% dans les résultats. C'est-à-dire de 17% dans les sondages à 22% dans les résultats. Mais les 5% qu'on a là, qui sont ajoutés entre le sondage et le résultat, ne proviennent pas de voix qui viennent de candidats de gauche. Factuellement, c'est pas vrai. Alors, il faut apprendre les chiffres. Hidalgo était donné à plus élevé qu'un 74. Alors, Hidalgo était donné à 2%. Oui. Justement, on peut faire le calcul ensemble, il n'y a pas de souci. Ouais. Hidalgo était donné à 2% et a fait 1,75%. Jadot était donné à 4,5% et a fait 4,6%. Ils pèsent tous dans la dernière Roussel a donné 2,5% et au final a eu 2,28%. Poutou était donné à 1%, a fait 0,77%. Artaud était donné 0,5, a eu 0,56. On est vraiment dans... On est vraiment dans... Alors non, on est... Ah non, Jadot a monté. Oh, vous croyez ça là, vous me branlez. Jadot a... Elab 4%, Harris 4,5%, Ipsos 5%. Et au final, il fait 4,63%. Il baisse un peu. Non, parce qu'il y a... Il faut bien que les... Attendez, je vous donne 3... 4% viennent de quelque part. Ils gagnent 4-5%, ils viennent de quelque part. Ils viennent pas de gens qui sont tout neufs. Ils viennent de gens qui se disent je veux que ça soit utile. Non, attention, parce que là on est sur une erreur de sondage qui est supérieure à l'erreur même à la fourchette d'erreur du sondage. On peut se demander s'il n'y a pas d'autres explications, oui, effectivement. Mais le fait est que ces pourcents-là, ils viennent. Enfin, juste, je suis désolé, les sondages selon moi, il y a d'autres explications, puis je vais essayer de vous le prouver d'une autre façon. C'est que les 22% de Mélenchon, quand il y a la NUPES, ils passent à 26%. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est au mieux, il y a 1% qui vient des... Genre, si je suis hyper charitable et que je prends les résultats de sondage avant l'élection les plus hauts possibles pour les autres candidats, on peut tirer que 1%. À mon souvenir, j'ai pas les chiffres sous les yeux comme vous. Alors, on les affiche là sur l'émission, sur le stream. Mais allez-y. Mais moi, je pense qu'il y a une perte de chacun des candidats. Ça, je suis d'accord avec vous. Nous, on a toujours été pour une liste unie. Hein. Et puis après, il y a le fait que les gens se décident toujours dans les derniers moments. Et là, c'est le vote utile. C'est pas l'adhésion à Mélenchon. C'est pas l'adhésion. Oui, c'est pas un vote d'adhésion. Par contre, c'est quand même un vote pour dire on ne veut pas de Macron, on ne veut pas de Le Pen. Oui, bien sûr. Et dans ce cadre-là, il y a 3,5 millions d'électeurs qui n'ont pas compris le fonctionnement de la Ve République. Oh, bien sûr. Mais je vous dis très franchement, c'est pour gagner l'élection présidentielle, il faut avoir une candidature unique dans le contexte actuel politique. Ouais, alors là, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que après un échec des appareils, parce que c'est un échec des appareils, on est d'accord là-dessus, je pense. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a une possibilité que le peuple ait une sorte de pédagogie au niveau du peuple, au niveau des électeurs, au niveau des gens qui ont un intérêt matériel, puisse permettre sur le long terme, parce que on apprend des erreurs passées, puisse permettre un regroupement des votes qui permettent quand même de passer outre les appareils? Alors, regardons l'affaire des législatives, puisque c'est la seule chiffre qu'on a. Oui. La NUPES, ça passe à 26%. D'ordinaire, les législatives post-présidentielles, c'est un scrutin pourri. C'est-à-dire, c'est une réplique, les gens ne viennent pas voter, ils considèrent que c'est joué avec la présidentielle, il y a un taux d'abstention plus élevé, et en général, les opposants arrivent à des résultats catastrophiques. Le PS n'avait plus que 27 députés ou quelque chose comme ça en 1993. Enfin, quand il perd l'élection présidentielle, c'est un raz-de-marée pour la droite. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci, puisque Macron n'a pas pu obtenir de majorité absolue, et que la NUPES a gagné 4 points par rapport à Mélenchon, malgré tout ce que je viens de dire du côté défavorable du scrutin. C'est pas mal. La NUPES arrive en tête. C'est un accord passé tardivement. Malgré toute la division qu'il y avait eu 10 ans avant, il arrive à être le premier aux élections législatives. Donc c'est pour ça que j'en tire argument. Si nous avons un candidat commun en 27, nous gagnerons. Je suis un optimiste invétéré. Moi, je suis d'accord. Mais il faut que ça soit un candidat qui ait l'acceptation de tous. Justement, ma question portait sur l'éventualité où les appareils n'y arrivent pas. Et les appareils vont freiner. Et les appareils, l'union, c'est un processus contre les appareils. Plus il y a d'union, moins les appareils ont de marge de manœuvre.
Et plus il y a d'union, plus il y a de mobilisation. Comment on fait pour sanctionner les appareils, pour leur faire comprendre? Comment on fait pour... Ah bah, là, écoutez, on a essayé de faire une pétition pour avoir un accord, on a essayé etc. On va recommencer après le 9 juin. On va faire des appels. D'ailleurs, sur la pétition, j'étais étonné parce que je la trouve plus, elle est plus... On a eu 12 000 signatures. Et moi, personnellement, je considère on y a investi une énergie GDS considérable. Ouais, j'ai vu ça. Pendant des 6 mois, quoi. C'était important, c'était très important de le faire. Je suis d'accord, mais si LFI, par exemple, nous avait aidés, on aurait eu 100 000 signatures. Ils nous ont pas aidés. Ouais. Ils étaient au courant? Bien sûr. Il y avait même quelques maires de LFI dans le lancement. Et on a joué un bon part, un nombre incalculable de fois. Et ils nous ont pas aidés. Ils ont pas relayé. Je suis étonné que la pétition soit plus en ligne, vu qu'il reste techniquement encore 4 heures. Il y a toujours un site. C'est mon ami Jean-Yves Lalanne qui était initiateur, qui est le maire de Billère à côté de Pau. Et il a toujours un site. On doit pouvoir les retrouver. D'accord. Ok. Bon, allez signer la pétition, il reste 4 heures, on sait jamais. Du coup, dans le cas d'un échec des appareils pour 2027, alors, quelle doit être la stratégie des gens? Je ne me place pas dans cette hypothèse. Je me place dans l'hypothèse que ce qu'on n'a pas pu faire en 2017 et en 2022, on va y arriver ce coup-là et on va imposer aux appareils un candidat commun. Voilà mon hypothèse. Ok, est-ce que je peux donner parce que vous dites si les poules auront des dents, etc. Donc est-ce qu'on peut y aller à fond? Et je vous donne une théorie fantasme, d'accord? Une théorie un peu fantastique. Voilà. Et vous me dites qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, d'accord? Imaginons que des personnes qui ne sont pas de gauche. J'aime pas le début de votre théorie parce que je sais pas ce que ça veut dire. Se faufilent au sein des appareils. Et ça, c'est du, comment dirais-je, j'essaie de vous plaider. Ah oui, on est en fiction là. C'est la fiction. Fiction, c'est aucune ressemblance avec le monde réel. Juste essayer c'est pas la vraie vie du tout. C'est pas la vraie vie du tout. C'est une fiction. Que ce sont des forces matérielles, que c'est la. Oui, mais c'est pas la vraie vie. C'est un autre univers. Juste imaginez-le. Vous voyez que on est vraiment dans un truc où voilà. Et là, il se ferait passer pour des gens normaux qui interagissent normalement avec les autres et tout pour monter dans les rangs au petit à petit. Ils appelleraient cette stratégie l'entrisme. Là, c'est plus matériel, c'est ce que nous avons tenté de faire. C'était pas un non, mais là, c'est ce qu'ils tentent de faire eux. Restez dans ma fiction. C'est dans la fiction. Il faut reparler de la fiction. Vous sortez de la fiction, là. Mais parce que moi, quel était notre projet à nous, DS, la revue qui est derrière moi? Elle a 32 ans d'existence. Non, mais attends, bien fait pour tous. Finis ton. Ouais, c'est dommage. On sort de la fiction. Oui, non, mais continuons juste. Allons jusqu'au bout de la fiction de Bien fait pour tous. Après, on pourra. Ouais. Ces personnages-là, ils ont une volonté pour le monde qui est différente des structures qu'ils rejoignent. Mais ils savent que le sacrifice de rejoindre ces structures et de se faire passer pour des membres actifs de ces structures payera sur le long terme, puisqu'ils pourront changer la manière de fonctionnement des structures elles-mêmes. Oui. Voilà. D'ailleurs, nous avons réussi à avoir 30% du PS, à empêcher Hollande de se présenter. Il n'y a aucune relation avec la vraie vie. Mais attendez. C'est une fiction. Et du coup, ces personnages fictionnels-là, qui sont en fait de droite, mais qui ont réussi à... Attention, c'est des personnages de fiction. C'est un autre univers, c'est un univers fictif. On a le droit de créer des univers fictifs. Vous n'avez pas beaucoup d'imagination, monsieur Philo. Dans ce sens-là, j'en ai aucune, c'est vrai. Voilà. Arrive 2027. Bon, c'est pas la vraie vie, parce que nous, on sait tous qu'en 2027, tout va bien fonctionner et tout. Mais là, c'est dans une théorie fiction, d'accord? Arrive 2027, on va voir les partenaires et on dit, regardez, ça a marché, regardez les législatives, on avait fait un super score. Cette fois-ci, venez, on met tous ensemble les moyens pour le faire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'empereur Palpatine qui active son truc et qui dit activez l'ordre 68
Parce que ce serait l'ordre 68 cette fois-ci. Ça, c'est dans Big Brother, c'est dans 1984 d'Orwell. Ils envoient le message, l'autre il reçoit sur son SMS, il dit ça y est, vous pouvez être de droite à partir d'aujourd'hui. Et au moment où arrivent ces propositions-là, bah je sais pas, il y aurait quelqu'un qui s'appellerait Froussel, et hop, il dit moi je commence ma candidature tout seul. J'y vais pour le peuple, pour des jours heureux, parce que les Français se sentent mal, ils ont besoin. Et il commence à faire campagne comme ça. Ce serait fou, hein. Comme ça, ce serait complètement la folie. Ça serait Je préfère vous dire inimaginable. tout de suite que si François Ruffin, qui représente à peu près tous les aspects de la gauche, était soutenu à la fois par LFI, à la fois par LFI, par le PS, par les Verts et par le PC, si François Ruffin l'était, on aurait solutionné notre problème. Bien sûr, mais là, c'est pas le cas, puisque dans la théorie fiction, le PC aurait Monsieur Froussel à la tête qui aurait dit nous on se lance tout seul et les Français en ont marre des querelles à gauche, les Français veulent un bon petit barbecue, les Français sont trop pour moi, tendus. tout va bien se passer. Il faut revenir au calme et la sérénité. Il y aurait un badaud, à ELV, lui aussi il aurait été activé parce qu'il aurait fait de l'entrisme et tout, il aurait réussi à faire gagner une primaire dans son parti, Monsieur Badaud. Et Monsieur Badaud se présenterait aussi en disant faites le vote du cœur, l'écologie c'est important, mais bon, finalement c'est pas si important parce que moi j'ai besoin d'argent, enfin mon parti. Vous voyez le scénario que ça pourrait faire. Comment on fait parce que comment le peuple dans un tel scénario fictif complètement, comment le peuple ferait pour quand même obtenir une issue favorable à ses intérêts? Comment? Eh ben moi je vais vous dire qu'il va. Non mais juste dans ce scénario, ce qui est intéressant. Je termine le scénario. Oui, allez-y. Ce qui est intéressant dans ce scénario, c'est on voit bien dans un scénario comme ça, parce que là, c'est vraiment des forces qui font de l'entrisme et qui essayent de faire gagner quelque chose qui n'est pas du tout ce que nous, on voudrait. On voit bien que dans ce scénario-là, toute l'énergie mise à essayer de se faire rejoindre ces personnes-là serait perdue dans l'hypothèse que ces personnes-là ne veulent pas techniquement faire gagner ce qu'on veut faire gagner. Donc toute cette énergie serait vaine. Bah oui. C'est une Alors fiction, comment on fait Mais moi je vous laisse dans la fiction, hein, je sais pas de souci. Ah non, venez avec nous dans la fiction pour. Non, je vais vous dire ce que je vais pas faire. Je vais après le 9 juin chercher à ce qu'il y ait des appels qui sortent de partout, de syndicalistes, de personnalités, d'universitaires, en disant ça suffit la division. Regardez ce que ça a donné dans le scrutin d'hier soir. On est d'accord. Il n'y a pas de souci. Et vous vous rendez compte que s'il y avait des entristes de droite, ils n'en auraient rien à faire de cet appel. C'est ça, c'est la fiction, c'est pas la réalité, ça se passe pas comme ça. Dans la réalité, il faut qu'on réussisse à faire une université d'union qui permette de... Non mais attendez, parce que imaginez en fait cette fiction c'était la réalité, vous seriez dans un déni qui pourrait être dangereux. Oui, mais comme c'est une fiction, j'ai pas peur du danger ni de la fiction. Je vous dis qu'on va essayer de faire une université d'union à la fin du mois d'août ou en septembre. Si c'était pas de la fiction, on y répondrait comment? Ce serait quoi la stratégie? Et qu'on va essayer de faire une union qui n'exclut pas Mélenchon, qui rassemble tout le monde et qui permette là d'avoir un candidat commun qui pourrait être François Ruffin ou un autre, mais j'ai compris. Mais du coup, j'essaie vraiment. J'adore l'idée que c'est de la fiction. J'adore cette idée. Oui, mais vous avez compris que je veux pas rentrer dedans. Je sais pas. Je suis pas. Dans ce cas-là, on serait foutu. Je vous écoute, je suis poli, je vous laisse dérouler votre fiction, mais elle ne m'intéresse pas. Mais dans ce cas-là, on serait foutu. On pourrait rien faire. Il n'y aura pas de ce cas-là. La question, c'est de savoir si on va pouvoir remonter la pente et unir la gauche pour les municipales. Mais moi pour répondre, il y a déjà des appels. Il y a un appel comme Asanière en commun. Oui, mais on peut parler de ça avant, mais juste pour répondre, moi personnellement, BPT, ce que je pense dans ton scénario fictif, je pense que ça serait pas perdu malgré cette désunion fictive. Il y aurait quand même la possibilité de expliquer au peuple qu'ils peuvent voter pour la candidature la mieux placée parmi celles qui seraient vraiment dans ses intérêts. Je sais pas si Gérard Philot, je sais pas si vous avez regardé Ne prenez pas non plus le salariat pour ce qu'il n'est pas. Aujourd'hui, il arrive à donner, le seul qui donne 51 contre 50 à Le Pen, c'est Ruffin. Le seul qui est en position de passer au second tour, c'est Ruffin. Donc les gens sont pas fous. Ils se disent que si Mélenchon ne parvient pas à être un candidat unitaire, ils en trouveront un autre. Et l'autre sera paré de toutes les qualités dans la mesure où il pourra être unitaire. N'importe quel candidat unitaire gagnera. N'importe quel candidat. Les gens viendront à son secours, ils viendront dans ses meetings, ils seront en masse, ils voteront pour lui, et il y aura un phénomène d'entraînement. C'est ça qu'il faut régler.
C'est pas le domaine de la fiction, c'est le domaine de la force matérielle. C'est le domaine de la mobilisation de millions de gens, à nouveau, et cette fois, pour une candidature commune. Et la question qui se pose avec Jean... Vous comprenez bien que si les appareils sont corrompus, il y aura pas de candidature commune. Si on ne réussit pas à entraîner les appareils et à les englober dans un mouvement plus fort qu'eux. Je répète ma phrase. Moi honnêtement, je vais vous donner mon avis. Moi, je vais donner mon avis, Monsieur Village. Ça fait là pour la campagne des européennes, ça fait 6 mois que vous avez travaillé sur le truc de l'Union, etc. Et ça a pas fonctionné. Ouais. Ça a pas fonctionné. Ouais. Et moi, j'ai l'impression que du coup, vous dites, bah non, mais on va repartir en mettant en priorité en termes d'énergie dépensée la priorité sur ce truc-là, à la place de, par exemple, la priorité sur convaincre les électeurs de voter plus stratégiquement, ou alors les convaincre qu'en fait le PS, ELV, le PSF sont des partis qui sont là pour faire perdre la gauche principalement. Non, pas des partis qui font mais donc, les appareils de ces partis. Moi, ce que je me demande, c'est au bout de combien de fois, au bout de combien d'élections où il n'y aura pas cette union que vous souhaitez, vous allez changer de priorité politique, parce que c'est vraiment un truc on répète inlassablement la même chose alors que ça n'a jamais marché. Vous avez quel âge? 132 ans. 132 ans à vous deux, c'est pas vrai. 134 moi personnellement. Ah, d'accord. Et ben moi j'en ai 78 et ça fait 60 ans que je milite. Ah, vous êtes plus jeune que nous. Oui, mais écoutez-moi, l'expérience c'est la chose au monde qui se communique le moins. Et donc en 65, il y avait déjà en 65 la recherche d'un candidat unitaire. Il s'était appelé Mitterrand, le PC s'était désisté et il avait mis De Gaulle en ballottage. C'est un très bon exemple. Ça n'a pas marché. Il n'y a pas eu de candidature unique de Mitterrand en 81 et quand même les gens ont voté Mitterrand et Mitterrand a été au pouvoir et il y a eu vraiment des avancées. Attendez, il a fallu 3 épisodes pour qu'il gagne. En 74, il est à 400 000 voix de Giscard d'Estaing et en 81, le salariat est devenu majoritaire, ce qu'il n'était pas en 65. Le salariat devient majoritaire dans les années fin 70-80. C'est la force principale. Ça change toute la donne. Il n'y a plus besoin d'alliance et on peut gagner une présidentielle, alors que la présidentielle était conçue par De Gaulle et les bourgeois comme ne pouvant jamais être gagnée par le salariat. Il gagne avec Mitterrand, il instrumentalise Mitterrand. Ensuite, Mitterrand va lui-même, avec son appareil, faire un tournant en 63. C'est encore une autre moment de l'histoire. Mais dans un premier temps, en 81-82, j'ai dit 63, c'est 83. 81-82, Mitterrand nous permet de gagner des choses énormes. Ah oui. Ah ouais. D'ailleurs, on a fait la liste, nous, on en parle sur le stream de la liste pour le rappeler aux gens. Voyez, cette victoire, elle... mieux qu'en 36. Georges Marchais dit ça en 82. Mieux qu'en 36. Et puis après, il y a ça se défend. Ouais, mais du coup, cette victoire, elle n'est pas tant via une union des appareils, elle est vraiment via une mobilisation de la salariale. C'est une union des appareils. Au départ, c'est un programme commun signé en commun avec un accord qui va durer de 71 à 1977. Au moins 6 ans, puis qui va donner l'élan initial à la machine qui gagne en 81. Mais 81 est un effet différé de mai 68. C'est-à-dire, c'est le mouvement de masse cherche son issue politique et finalement, il se trouve que c'est les Mitterrand et le PS en 81. Ça, c'est une histoire. Puis après, l'histoire va se renouveler. Parce que comme la droite vient et défait en 86 avec Chirac, Mitterrand va être réélu. Il n'est pas réélu à cause de l'austérité de 83. Il est réélu à cause des conquêtes de 81-82. Bien sûr. Après, l'affaire est à bout de souffle. Rocard ne fait pratiquement rien. C'est pas tout à fait Hollande, c'est pas Delors, Rocard. Mais là, c'est pas une politique de gauche très poussée, Rocard. C'est la CSG, c'est l'attaque contre la sécurité sociale. Ouais, CSG, c'est pas forcément de gauche, hein. Plutôt de droite. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, on est d'accord. Ouais, okay. Aucune nationalisation. Oui, mais à l'époque, la CSG, par exemple, quelqu'un comme Mélenchon est pour. Il va traîner. Mais Georges Marchais s'est présenté en 80. Je réponds sur la CSG. Il va traîner la CSG, Mélenchon, de 1989 à 2019. Elle ne va disparaître du programme AEC de LFI qu'en 2019, quand Lee Wang-nok cesse de rédiger cette partie-là. Mais sinon, je me heurte, moi. Ça, c'est intéressant, ça. Oui, bien sûr. Je me heurte. Nous, on est opposé à la CSG, bien sûr. Non, on n'aime pas la CSG. Dans la PS, je me bagarre contre Mélenchon parce qu'il défend la fiscalisation de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'au sein même de la gauche socialiste, alors qu'on est, lui et moi, dans la gauche socialiste, je bagarre pour que la sécurité sociale soit... Aujourd'hui, son avis a changé là-dessus, en tout cas. Oui, il a changé depuis 2019. Ouais.
il est repassé de Beveridge à Bismarck. Beveridge, c'était la formule fiscalité en Grande-Bretagne. Bismarck, c'était la formule basée sur le travail. Dites-le à nos auditeurs, parce que s'ils font un petit truc ce soir-là, ils mettent Beveridge Bismarck dans leur lecteur de Google, Beveridge Bismarck, ils vont avoir un petit truc de 6 minutes qui va leur expliquer les fondamentaux de la sécurité sociale. Alors attends, qui allait baser sur les ça. Beveridge Bismarck. Bon, et donc voilà, ça, c'est une discussion qui se prolonge toutes ces années-là. Et on en arrive à l'excellent programme partagé, qui est meilleur que le programme AEC. Oui, celui de la NUPES, qui est meilleur que le programme AEC et qui permet de mettre d'accord tout le monde et dont la LFI dit que ELV, le PS et le PCF trahissent immédiatement. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Travail social design, c'est ça la chaîne? Je vais vous dire quelque chose. Personne parmi les partis de la NUPES n'a renié le programme NUPES. En fait, se présenter une liste séparée, c'est le renier parce que ça minimise les chances de victoire de ce programme. Attendez, on est revenu là-dessus alors que je voulais terminer. Ne mélangez pas tout. Georges Marchais, en 81, a présenté sa candidature et il a obtenu 15%. Oui, et bien sûr. Et quand ils sont allés, bien qu'ils se présentaient séparément de Mitterrand, et c'était déjà le cas en 78 aux législatives, ils ont participé au gouvernement immédiatement. Non, il n'y a pas de souci, mais du coup, le fait est que il n'y a pas eu de candidature commune et pourtant on peut gagner parce que les électeurs se sont mobilisés. Oui, mais à l'époque, Le Pen n'était pas en tête. Ça change tout. Et deuxièmement, je vais vous dire quelque chose, c'est que c'est la Non, mais je veux dire, si les électeurs ne votent pas pour les gens qui se présentent, attendez, on s'en fiche qu'ils se présentent. Je vous ai dit tout à l'heure une phrase très précise. Je vous dis que le programme commun signé en 71 avait duré jusqu'en 77 et qu'il a lancé l'unité, laquelle s'est brisée en 77 quand le PC a décidé de renégocier le programme, c'est-à-dire en fait de rompre. Et quand il a rompu, il y a eu des candidatures séparées en 78. On aurait dû gagner en 78 si l'Union avait été restée en place. On a perdu en 78, mais dans la présidentielle, parce que le salariat était devenu majoritaire, l'élan de 71 et de mai 68 s'est retrouvé, a permis à Mitterrand de gagner, bien que Marchais se soit opposé à lui. Donc là, ensuite, Marchais s'est rallié et le PC est allé au gouvernement et a dit que c'est mieux qu'en 36. Mais c'était à l'effet du ferré de mai 68 et du programme commun. Donc la stratégie, c'est de faire quelque chose de similaire avec un programme NUPES qui a été signé en 2020. Avec une particularité, c'est que maintenant le salariat est complètement majoritaire. Le salariat est complètement majoritaire. Le programme partagé, on l'a. Et le paradoxe, c'est que la gauche est divisée alors qu'elle a un programme partagé commun. Ça, c'est le paradoxe. Donc on peut repartir demain en se réclamant du programme de la NUPES, en disant nous avons une base, 650 mesures, il y a tout dedans. Et donc il faut faire une alliance, une véritable alliance, de la base au sommet, avec des collectifs, des comités, dans lesquels tous les partis puissent être respectés. Vous voyez qu'il n'y a pas un donneur d'ordre. Et les filles, justement, et les subordonnés. Justement, moi, c'est un peu ce dont j'ai peur avec la sortie des européennes. C'est que Glucksmann et non pas justement le PS, attention, mais Glucksmann se servent des résultats des européennes qui, par un report de voix de macronistes déçus, font monter Glucksmann. Eh bien, je vous parie que ça n'arrivera pas. Glucksmann est à la tête d'un petit groupe qui s'appelle Place Publique, qui n'a aucune implantation. Mais justement, c'est ça, moi, ok, là, c'est moi qui suis dans ma théorie, d'accord? Glucksmann n'est pas à la NUPES, à la base. Ah non, il n'y est pas, non. Donc, est-ce que, en fait, il y a besoin de très peu de voix de quelqu'un pour faire perdre? Oui, bien sûr. Donc, si le but... Ça se joue à 51%, Ruffin est donné à 51% contre 50% à Le Pen. Non, il n'y a qu'un seul sondage qui le dit pour l'instant. Donc, moi, si le but de la personne, c'est de gagner, oui, c'est vrai, il n'a qu'un petit groupe et il n'a pas ce qu'il faut pour. Mais si le but, c'est de faire perdre, il a ce qu'il faut pour. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est de ça que j'ai peur, moi. J'ai peur qu'on sorte des européennes, ils se servent. Vous avez arrêté d'avoir peur, mais je ne pense pas que Glucksmann fera ça parce qu'il n'en a pas les moyens. Voilà. Une fois que le 9 juin est passé, il est plus tête de liste, il est député européen, il va aller au Parlement européen, et qu'est-ce qu'il va discuter? Macron n'avait pas les moyens pour... Ah oui, mais Macron, c'est autre chose, il avait tous les moyens.
Il avait le MEDEF, le CAC 40. Mais justement, c'est de ça que j'ai peur. C'est-à-dire que il ne faut pas ignorer quand même que Macron, dans la constitution actuelle, même si ça peut changer, hein, ne peut pas se représenter en 2027. Mais non. C'est pas ça qui est le problème. Il se présentera pas s'il faisait ça. Il est déjà tellement discrédité. Voilà, donc il ne peut pas se représenter. On est d'accord. Donc normalement, il peut pas se représenter. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a un héritier qui arrive. Il arrive même plus, Macron. Il arrive même plus. Il fait de bêtises sur bêtises. Là, c'est en Nouvelle-Calédonie. Il vient de faire une tragédie. Bien sûr. Mais il y a bien quelqu'un qui va représenter ce courant politique et qui va se présenter en 2027. Moi, je pense que si. Non, le courant politique de Macron. Ah non, Macron, mais ils vont se disputer entre Édouard Philippe, Wauquiez. Mais peut-être qu'ils vont pas se disputer, puisque pour pouvoir, c'est ça qui est important. Macron, comme vous l'avez dit, il avait tous les pouvoirs parce qu'il avait un soutien. Oui. Donc en fait, eux, c'est pas pareil. Nous, de notre côté, on se dispute parce que on a des gens qui soutiennent un peu chaque personne, parce que les gens réfléchissent avec leur. Nous, on ne peut compter que sur la masse. Voilà. Eux, ils comptent sur l'argent. Voilà, eux de leur côté, il suffit qu'il y ait 2-3 personnes qui s'accordent pour dire ok, lui on va le mettre candidat et c'est bon. Donc ils peuvent pas vraiment se disputer parce qu'une fois, regardez Fillon, une fois qu'il a perdu. Ils l'ont quand même dégommé Fillon dans les luttes. Oui, mais c'est ça. Et il a ça fait pareil parce qu'on voit pas. Donc, vas-y BPT, attends BPT fini, vas-y. J'essaie de dire quelque chose, c'est que peut-être que cette fois-ci, comme à chaque fois en fait, comme ils ont fait la dernière fois, ils ont dit que Macron était socialiste. L'appartenance à gauche est déclarative, du coup c'était facile de juste dire bonjour je suis socialiste et de faire campagne là-dessus, et d'ailleurs il y a joué énormément tout le long de la campagne. Il est très facile de mettre un Glucksmann cette fois-ci là, Glucksmann dit je suis socialiste, regardez j'ai fait campagne pour le PS aux européennes et j'étais en tête, et d'utiliser cette dynamique pour derrière recevoir. Oui, mais je crois franchement ils vont faire un Macron 2 avec Glucksmann en fait. Mais il faut qu'on le prévoie, il faut qu'on soit préparé, il faut qu'on ait les épaules. C'est impossible avec Glucksmann, impossible. Il a la tête d'un. Il est invité par tous les médias mainstream tout le temps en ce moment. Ça passera le 10 juin. C'est impossible, Glucksmann n'est pas Macron. N'ayez pas peur des ombres. Il va être député européen et point. Et le lendemain, c'est le fort Tondelier, Roussel et puis Bompard qui compte, avec un mouvement de masse ou pas. Glucksmann n'est pas un problème. On compte là-dessus. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des tas de gens qui insultent Glucksmann sur son passé. Moi, je n'aime pas. Bon, ni son passé d'ailleurs, ni les insultes. Je pense ni le présent. Donc, oui, ni le présent. Et puis moi, je défends la retraite à 60 ans. Lui, il a été ambigu. Bon, moi, je suis pas pour faire une campagne sur les questions internationales au moment présent, bien qu'on doive parler de Gaza, bien qu'on doive parler de l'Ukraine. Je suis pour. J'aurais fait campagne moi. Je l'aurais fait sur les salaires, un SMIC européen. Oui, on est d'accord, Voilà. Et je pense que Glucksmann, c'est des mots. Il n'a pas d'implantation syndicale, il n'y a pas de force matérielle derrière. Macron non plus. Comme Macron. Macron, il y avait des forces matérielles. Toutes les forces matérielles de la bourgeoisie étaient derrière lui. Mais ils peuvent le faire là avec n'importe qui. Monsieur Filoche, les forces matérielles de la bourgeoisie, une des plus grosses et même presque la numéro 1 actuellement, c'est les médias de masse, c'est les médias mainstream. Oui. Et Glucksmann les a matériellement. Ça fait 6 mois que les médias mainstream vendent du Glucksmann et c'est une de leurs activités principales. On vend du Le Pen. C'est Le Pen sur lequel ils vont se mettre d'accord. Vous n'avez pas vu toutes les unes de médias où ils ont mis Bardella, Glucksmann et Ayer en disant c'est le trio, etc. Après le 9 juin, il n'y a plus que Bardella, Le Pen et les disputes Wauquiez, Édouard Philippe, etc., etc. Convaincront les patrons que c'est trop dangereux. Il y a 6 mois, personne ne connaissait Glucksmann. Là, ils ont donné un premier round de reconnaissance publique à Glucksmann avec la campagne des européennes. C'est évident. Tout le monde a oublié Bernard Tapie qui avait fait 14% aux européennes. Tout le monde a oublié Cohn-Bendit qui avait fait 16% aux européennes. Glucksmann, ça sera comme Cohn-Bendit et Bernard Tapie. Ok, pourquoi pas. Du coup, juste parce que là, on est ensemble depuis presque 2 heures. C'est un plaisir, regardez. Hein. Mais c'est une super discussion. Oui, mais j'aimerais quand même qu'on accorde un tout petit peu de temps à un truc fondamental, c'est que si on regarde les dates officielles, le 27 mai, c'est le début de la campagne européenne en France. C'est vrai.
Bon, ça me semble un peu tard quand même comme début de campagne officielle, mais pourquoi pas. Vous avez vu combien sont les chiffres de participation? C'est 46% d'intention de vote. Qu'est-ce qu'on C'était fait 52% de votants en 2019. Et là, Moi, ça fait quelques semaines que je fais des porte-à-porte dans ma ville pour mobiliser les gens. C'était la grande question. C'était la grande question la dernière fois qu'on s'était laissé. C'était si là on fait campagne pour l'union, mais si l'union se fait pas, il faudra bien qu'on sache quoi faire. Là, ce soir, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la meilleure manière de faire campagne? Écoutez, on va conclure sur une chose simple, c'est que je ne veux pas envisager cette hypothèse. Moi, je suis un militant. Quelle hypothèse? Que l'union ne se fasse pas. Non. Pour les européennes. Pour les européennes. Ben, les européennes, c'est fini. Je suis désolé. Mais non, mais il faut faire campagne quand même. Maintenant, il faut faire campagne. Oui, mais bien sûr, d'ailleurs, vous savez ce qu'on a fait? On a fait une réunion le 4 mai, on a réuni toute la gauche. Donc, Raquel Garrido, Alternative Communiste, avec Génération, avec le PC. Non, il n'y avait pas le PC, c'était les opposants du PC. Mais enfin, bon, il y avait ensemble, il y avait nous. La table était tout à fait bien. Et toute la gauche était représentée, de la Ligue des droits de l'homme, etc. On a prouvé que même en période de division, hors compétition, on pouvait se réunir pour avoir une voix commune pour l'Europe. On l'a prouvé, c'est 4 mai dernier. Mais du coup, qu'est-ce que vous conseillez pour faire campagne efficacement pendant les... Parce que là, il y a plein de gens qui veulent vraiment... Parce que dans ces européennes, nous, ce qu'on y voit, c'est la menace de l'extrême droite qui essaie d'asseoir... Oui, je suis d'accord avec vous. Donc il faut quand même se mobiliser. Il faut quand même se mobiliser. Vous savez, je vais faire une chose simple. Je vais passer mon temps à dénoncer Bardella et à dénoncer Ayer. Et puis je vais, moi, avec le groupe GDS auquel j'appartiens, Gauche démocratique et sociale, on a discuté comme tout le monde. On a eu un vote comme tout le monde. Il y a eu 52,5% qui étaient pour voter Aubry, j'en étais, et il y a eu 48,5% qui ont été appelés à voter à gauche en général. D'accord, ok. Et après, mais ces gens-là étaient conscients du risque des 5%? Ah ben tous, ils savaient quoi. Tous, ils savaient. Mais ça, le risque des 5%, c'est les Verts qui l'ont pris en n'acceptant pas une liste commune. Et puis c'est le PC qui l'a pris en faisant ça. Et le PS n'avait plus d'autre choix que d'avoir un candidat. Et on revient au début de notre discussion sur comment ça s'est fait. Comment est-ce qu'on présente à quelqu'un qui sait pas s'il doit aller voter, et deuxièmement qui sait pas pourquoi il doit aller voter? Comment vous présenteriez les choses pour le moi, je dis qu'il y a une menace de droite et d'extrême droite en Europe, qu'il faut donc donner nos voix à l'un des partis de gauche. Après, choisissez celui que vous voulez. J'ai une préférence. Moi, c'est Aubry, mais vous pouvez voter Vert, PC ou PC. PS. Il va bien y avoir 2-3% de gens qui vont voter PC. Bah oui, moins de 5%. Mais je sais bien, ils vont être annulés. Vous alertez pas du risque des 5% quand vous faites campagne? Oui, je le fais. Ah d'accord, donc vous dites tu votes pour ce que tu veux. Par contre, fais attention, il y a les 5%. Exactement. T'es en train de donner ton droit à l'extrême droite en faisant ça. J'explique souvent, quand je parle avec des Verts ou des sympathisants, je dis regardez, réfléchissez, parce qu'il serait à 35%. Et vous êtes au bord de l'élimination. Et ils répondent quoi, en fait? Souvent, c'est mal à l'aise. Il paraît que, moi, je ne suis pas petite souris, mais il paraît que dans la direction des Verts, aujourd'hui, il y a une démoralisation, dispute, bataille sur leur propre bilan. Parce que comment, ils avaient la tête, ils partaient à 14%, comment sont-ils donnés à 5,5% depuis 8 mois dans les sondages? Il peut y avoir une surprise, c'est peu vraisemblable. Quand les sondages donnent une tendance sur une période de 8 mois entre 18 instituts et 120 sondages, ça finit par vouloir dire quelque chose, quoi. Après, il peut y avoir plus 5% au dernier moment sans aucune explication. Oui, mais ça, je crois pas. Il y a toujours des surprises, mais je crois pas. Il peut y avoir... Glucksmann peut faire moins de 5% aussi. Je vais vous dire pourquoi. Non, Glucksmann, je crois pas. Parce qu'il y a des gens, à tort, mais c'est comme ça, à mes yeux, là, je fais pas de... mais qui se disent « Ah, ça serait bien si un des candidats de gauche arrivait devant la macronienne. » Et donc, il y a un effet de vote inutile. Mais c'est stupide parce que du coup, si nous on est pour la stratégie de l'union, dans notre lecture des résultats, on va faire la somme des votes. Oui, bien sûr, on va faire la somme des votes. Bien sûr. Donc il y aura un candidat. Le soir du 9 juin, j'additionnerai les voix de Glucksmann à gauche. Mais je vous dis que s'il progresse d'un ou deux points, il y aura peut-être cet argument qu'avait joué pour Mélenchon en 22. Il peut jouer de façon inutile, puisque là, c'est pas déterminant, en faveur de Glucksmann pour qu'il passe devant Ayer. En fait, il y a un gros problème de compréhension du fonctionnement des élections, quoi. Oui, mais ça,
ces élections, c'est la bourgeoisie qui les a inventées, hein, c'est pas nous. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que vous avez eu le temps de regarder peut-être l'épisode 1 de ma série documentaire que je vous ai... Non, je vais le regarder. Je vous ok, très bien, il n'y a pas de souci. Ça serait super intéressant d'avoir vos retours là-dessus. D'accord, avec plaisir. Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que là, le projet, je suis en pleine campagne de financement d'ailleurs. Hein, si les gens qui écoutent, si vous voulez, on est proche du prochain palier. Le lien est dans les chats. Et on est en train de. Moi, je travaille sur une série documentaire qui revient sur les présidentielles 2022 pour un petit peu analyser les facteurs de la défaite du peuple. Et comment on s'est retrouvé. Vous dites toujours du peuple, hein, j'ai remarqué. Bah, je veux bien un meilleur terme. Le prolétariat, c'est pas mal, mais bon, c'est un peu. Salariat. Parce que non, mais je peux vous expliquer pourquoi. Je peux vous expliquer pourquoi on dit ça. C'est parce que il y a énormément de gens qui tiennent à utiliser le terme gauche pour des choses qui ne représentent pas les intérêts du peuple. Bah, la gauche, ça représente pas les intérêts du peuple. Donc c'est pour ça que nous on parle du peuple et de ses intérêts. Donc nous on dit peuple du coup. Et aussi c'est pas forcément salarié parce que les livreurs Uber ils sont pas salariés. Mais Uber ils sont que 10%. Et le gros 10% des actifs. Et les gens au RSA, les gens au chômage, ils sont pas salariés. Les gens au chômage sont des salariés temporairement privés d'emploi. Mais le gros problème, le gros changement, c'est la crise écologique qui fait que aucune personne, qu'elle soit salariée, bourgeois, propriétaire de biens, aucune personne n'a d'intérêt de continuer la folie capitaliste. On est passé sur un autre raisonnement qui n'est plus un raisonnement de classe bourgeois contre prolétaire. Je suis pas d'accord avec vous. On se donne un rendez-vous une autre fois, mais je pense que le raisonnement de classe est décisif. Et je vais vous dire mobiliser tous se sentir mobiliser les gens sur la question climatique. Prolétaire. Vous voulez que je vous donne une méthode? Ouais. Mettez des valeurs maxima au travail sur la chaleur et des valeurs minima sur le froid. C'est-à-dire l'INRS, c'est 32 degrés. En Allemagne, c'est 35 degrés. Parce que ne pas poser, vous nous avez 30 millions de salariés. Et si vous voulez les intéresser à la question du climat, vous dites nous allons limiter le travail au-dessus de 32 degrés et de 35 degrés. Au Canada, ils ont commencé à faire le télétravail au lieu d'annuler les journées de travail. Je vais même vous dire quelque chose. Au Qatar, ils ont limité à 32 degrés. Je ne les crois pas, c'est des menteurs. Ouais, c'est impossible au Qatar, il fait 45. Oui, non. Ils ont interdit le travail entre 10h du matin et 17h l'après-midi du mois de juin au mois d'octobre. Et ils ont mis des temps réfrigérés. Mais ça, c'est de l'affichage. Ils ne le respectent pas. Mais ils ont été obligés de le faire quand même. Et en France, il n'y a pas de durée maximale du travail à la chaleur. Ça a été enlevé dans la recodification de 2004-2008. Et l'INRS, qui est l'Institut de recherche sécurité au travail, il prône moins 14, on arrête. Plus 32, on arrête. Et faut mettre un gouvernement de gauche au pouvoir pour mettre ça en place. Cette expérience, c'est que le premier accident du travail grave que j'ai fait, j'ai enquêté, c'était en 1985, c'était dans le nord des Ardennes à Givet, et c'était doigts gelés. Le patron avait continué à faire travailler les gars dans une scierie agricole par moins 20. Et le gars, il avait perdu ses 2 doigts. Et quand je suis arrivé, moi, jeune inspecteur fringant de Paris, et le gars m'a regardé, le patron, il m'a dit, mais enfin, on ne s'arrête pas pour si peu ici. Et il justifiait de l'avoir fait travailler à moins 20. Donc, et vous avez eu un ressort techniquement pour lui dire qu'il avait tort ou... Évidemment, j'ai fait un rapport, une enquête et un procès verbal. Mais il est en prison actuellement. Allez, aujourd'hui, je ne peux plus. Vous l'avez mis à mort? Je ne peux plus parce que dans les textes... Vous n'avez pas dit non. La droite et... Il s'en est occupé, quoi. Et Hollande en trahissant la gauche, ils ont enlevé les valeurs... L'inspecteur du travail est passé Inspecteur Filoche est passé par là. Lisez ma trilogie policière, allez, faites-moi plaisir. On l'achètera. Et surtout, si vous vouliez, une fois, je sais que ça va... Vous y connaissez moins que moi, ça va pas vous stimuler autant. Mais faites-moi un débat comme ça sur la Révolution portugaise. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans la plus grande révolution en Europe des 60 dernières années. C'est-à-dire qu'au Portugal, il y a eu 18 fois mai 68. Après moi, j'ai entendu parler, c'est un peu un miracle de Portugal, ce qui s'est passé. Oui, qu'est-ce qui a tué au Portugal la révolution? Eh ben, c'est la division.
Et je vous explique Ah ouais. ça en détail. Effet spoiler, On- les gens, on- épisode 1. On se programme ça sans doute après les européennes parce qu'on va, Quand on va vous ouais. voulez, se quand concentrer vous là-dessus. voulez. Ou alors pendant les 24 heures, ça pourrait être marrant parce qu'on va faire un événement la veille de la fin de campagne officielle des européennes. On va faire un stream où on va rester en direct pendant 24 heures d'affilée. Ah bah oui, écoutez, Ouais. Donc peut-être un passage là-dedans, ça pourrait je être vous, marrant fais, aussi. je vous fais 2 heures sur la révolution portugaise. Voilà, Ah, bon, c'est c'est parfait. ça, Ça va nous, on pourra se reposer. ça un nous petit aide peu. parce qu'on est là avec nos 3 litres de café, nos sandwichs et on reçoit le public, on reçoit tout le monde et ils viennent nous dire pour qui eux ils veulent voter. On leur... Écoutez, Et en tout cas, ouais. je vous félicite tous les deux pour votre envie de politique. Et si vous le communiquez à des jeunes, je vous félicite encore plus. Voilà. Ah bah, Ah bah, merci écoutez, c'est ce beaucoup. qu'on Bah, essaie de faire. Hein. Bah, Merci beaucoup pour votre envie de partager justement votre expérience. Ça fait vraiment plaisir. Oui, À oui. bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Ah, oui. À la prochaine. Bonne soirée. Bonne Au soirée. revoir. C'était trop bien. Encore une fois, c'était légendaire. C'était cool. Ouais, c'était vraiment, vraiment cool. C'était très cool, hein.